après avoir longuement débattu ce matin. C'était très intéressant. Avec une première table ronde, vous voyez déjà les invités installés qui va se poser la question de la façon de dynamiser le marché de la rénovation énergétique des maisons individuelles. Avec l'exemple de la communauté de l'Auxerrois, Aurélia Petit est avec nous, chargée de mission responsable Habitat Cadre de Vie, et Marion Cochet pour urbanisme, Ludovic Antemeyer pour le Grand Nancy, qui est responsable de la direction énergie-climat, Sébastien Pénidon, directeur Bourgogne et énergie renouvelable, et puis Claude Taffin, directeur scientifique de l'association Dynamique, qui a justement mené une étude sur la valeur ajoutée éventuelle des logements qui ont bénéficié d'une rénovation ou réhabilitation énergétique. Mais on l'avait promis en se quittant juste avant la pause, il y avait des questions qui restaient en suspens. Madame, justement, vous avez demandé la parole avant la pause. C'est à vous de relancer les échanges. Bonjour, merci de bien vouloir vous présenter. Bonjour, Anne Savignon de l'Agence locale de l'énergie. Pas forcément une question, puisque je pense que la réunion elle a pour but aussi d'informer, mais aussi d'avancer ensemble. Bien entendu. C'est poser les problématiques par rapport aux freins, surtout psychologiques et sociologiques. Vous avez fait référence aussi au problème d'âge des personnes. Moi, je viens de la Nièvre. On a une population de plus en plus âgée, avec des caractéristiques du bâti. On est sur de la rénovation pour tout le monde. C'est vraiment l'ambition, l'enjeu. Je crois que c'est une problématique politique majeure pour tout le monde en France. Donc, il y a des dispositifs qui vont pouvoir répondre à court, moyen terme. Et on a parlé de stabilité. Je pense qu'il faut aussi travailler sur la durée, vraiment sur le fond. C'est important d'avoir ce regard sociologique. Je sais que BBD a des compétences aussi dans ce domaine, donc nous on est intéressés aussi pour travailler sur ce regard sociologique de freins, de personnes âgées, mais aussi d'occupants en précarité énergétique ou d'autres typologies. On a aussi la typologie qui a peu été évoquée des propriétaires bailleurs, qui n'est pas négligeable. Comment on fait basculer la décision, comment on les entraîne sans attendre une loi, une décision qui tombera un jour et voilà, on sait qu'elle arrivera. Il faut anticiper. Donc comment on aide à cheminer un petit peu ces personnes-là. Donc il y a tout cet accompagnement qui doit se traduire par une communication vraiment efficace. Moi j'ai bien noté ce matin, effectivement, il y a l'expression des besoins, mais tous ceux qui n'expriment pas les besoins, on est tous concernés aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Donc comment en termes de communication on travaille là-dessus. On fait aussi un gros travail au niveau de la précarité énergétique. On a fait dans le cadre de l'espace Info Énergie 170 visites à domicile. Et effectivement, en allant à domicile, on lève plein de problématiques. C'est du travail de fourmi, mais c'est du travail essentiel, de relations aussi sociales sur ces aspects-là. Et du coup, on lève tous les freins possibles et on essaye d'y répondre, mais je crois que là on doit ouvrir des chantiers. Parmi les freins, on le sait très bien, alors pour les modestes, les très modestes, et voire un peu pour tout le monde, il y a ce problème qui a été évoqué de devis de 50% d'avance de subvention. C'est un problème prégnant, il faut s'y attaquer aussi. On va mettre en place des plateformes de rénovation, d'autres dispositifs. Il y a quand même ces chantiers-là à aborder, des solutions souples. Alors l'ANA nous dit que c'est possible de faire des avances, mais quand on regarde dans la réalité, on peut jamais tout faire. Donc nous, on l'a vu au travers d'un dispositif départemental, Fonds Petits Travaux, il faut de la souplesse, de la réactivité, il faut accompagner les gens de manière intelligente, vous l'avez bien dit, il faut replacer l'homme au milieu du dispositif et pas qu'une lecture technique. Donc voilà, soyons souples, essayons d'avoir une pérennité aussi des politiques, et encore une fois, par rapport au public en précarité énergétique, ne nous disons pas il y aura un problème financier, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Dans la Nièvre, on a la chance d'avoir un point conseil budget qui nous permet d'expérimenter des microcrédits. La Banque Postale propose aujourd'hui un microcrédit à 10 000 €. Et on peut lever les problèmes, on peut essayer, en tout cas, on va s'attaquer à ces problèmes-là. Mais d'emblée, on nous dit non, mais c'est pas la peine d'aller voir ces publics, ce n'est pas possible. Donc je crois qu'on se crée des freins nous-mêmes. Il faut vraiment qu'il y ait une ambition collective et de se dire, voilà, à chaque fois qu'on lève des difficultés, des chantiers, on va co-construire ensemble. Je pense que c'est aussi l'objet de la réunion d'information aujourd'hui, mais aussi de co-construction. Ouvrons des chantiers, travaillons ensemble sur ces sujets-là. Et voilà, c'est tout un paramètre, donc c'était plutôt pour essayer d'avancer ensemble. Et je pense que ça va faire le lien avec cet atelier-là où on va travailler aussi sur les leviers. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage qui intervient en plus à point nommé, puisqu'on va avoir des exemples d'accompagnement de collectivités. Il y a les dispositifs, il y a les entités qu'on a vues ce matin, et puis aussi les collectivités qui ont leur rôle à jouer. Il y avait d'autres mains qui s'étaient levées, alors effectivement pas forcément pour des questions, peut-être aussi pour des témoignages. Oui, monsieur. Merci de bien vouloir également vous présenter. Bonjour, donc Jérôme Chassin, je suis maître d'œuvre à Dijon. Donc je voudrais simplement rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, comme quoi la maîtrise d'œuvre n'avait peut-être pas forcément trouvé sa place au cours de ces dernières années.
je pense que c'est pas tout à fait ça aujourd'hui. On est face effectivement, autant les particuliers sont perdus face à l'offre qui peut exister en termes de travaux, en termes d'aides diverses et variées, et autant ils peuvent l'être également au niveau des prestataires intellectuels, notamment architectes, maîtres d'œuvre, tous les bureaux d'études qui peuvent graviter autour, que ce soit contrôle, SPS. Quand on commence à parler de choses comme ça, de choses comme ça à des particuliers, ils sont un petit peu désorientés. Et aujourd'hui, donc pour pratiquer le métier depuis quelques années, enfin tout le monde dans le bâtiment, je suis à mon compte depuis 10-15 mois. Aujourd'hui, on se retrouve face à des gens qui font de la maîtrise d'œuvre, enfin tout du moins c'est ce qu'ils disent aux clients, alors qu'ils sont pas assurés pour. Donc on n'est pas, enfin je vais pas dire qu'on a de la concurrence déloyale face à nous, simplement c'était pour rebondir sur l'aspect qualitatif de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on a des gens qui se disent maîtres d'œuvre, qui sont peut-être parfois auto-entrepreneurs, donc qui sont loin d'avoir les assurances décennales qui vont avec. Aujourd'hui, plutôt que on va dire d'apporter une masse de gens qualifiés RGE pour répondre à une demande effectivement croissante, il serait bien en parallèle de pouvoir faire un tri justement au niveau des qualifications RGE et autres qualifications, que ce soit Qualibat ou d'autres de ce genre, et en même temps que les assurances soient faites, enfin tout du moins que les gens qui pratiquent de la maîtrise d'œuvre ou tout du moins de la coordination de chantier soient assurés pour, parce que au final c'est toujours la même personne qui trinque, c'est le client. Et quand un auto-entrepreneur fait de la maîtrise d'œuvre alors qu'il n'est pas assuré pour, s'il tourne les talons au client, il a beau lui dire que qu'il est maître d'œuvre, il n'est pas assuré pour, il tourne les talons, et puis le client, il a plus que ses yeux pour pleurer. Donc effectivement, une vigilance sur peut-être une organisation, la nécessité d'une organisation autour de ces activités. Madame, bonjour. Bonjour, Daniel Gouin, Atelier du Triangle, cabinet d'architectes. Moi, je voulais revenir sur 3 points par rapport à ce qui a été dit ce matin. Le premier, même si j'apprécie beaucoup Laurent Boiteux, je ne sais pas où il est là à l'instant, simplement je voudrais remettre une chose dans l'ordre, puisque il a parlé ce matin, il a comparé en fait l'architecture intérieure à la déco. Je pense que on a parlé aussi de qualification professionnelle. Je n'ai pas entendu comparer, ici, moi je l'ai entendu parler déjà de déco et ensuite il a glissé sur la... Tout le monde sait ici dans cette salle que Valérie Damido n'a pas de diplôme, en tout cas pas en archi intérieur à ma connaissance. Donc je le dis puisque moi j'ai commencé par l'archi intérieur et je pense que ma préoccupation n'était pas celle de Valérie Damido. J'ai vu qu'elle pose avec une masse, hein, donc elle les cache, voilà, sur ses fonctions. Ensuite, je voulais revenir sur une remarque de Bruno Georges qui disait gentiment « il faut que la maîtrise d'œuvre se bouge les fesses ». C'est ce que j'ai entendu ce matin. Alors, je pense qu'on bouge beaucoup, en tout cas, mais que face à nous, quand on travaille avec des particuliers, je crois que la grosse question, c'est vraiment les finances. Les finances et par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, c'est aussi la multitude de renseignements qu'on peut prendre partout. Comme le disait aussi justement, je ne sais plus qui tout à l'heure, je crois que c'est Bruno Georges, non, c'est Laurent Boiteux. Quand on a un problème de santé, on va voir le médecin, c'est un spécialiste, il a fait des études pour ça. Quand on a un problème avec sa maison, on peut tout à fait aller voir l'architecte, il a fait des études, il est spécialisé pour ça. C'est lui ensuite le chef d'orchestre qui peut coordonner des choses, et c'est un interlocuteur privilégié. Et ça c'est important puisque ça permet aussi de remettre l'humain au centre de tout ça, le contact. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop d'informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, etc., qu'on peut aller chercher des informations, et que c'est là justement où les gens se trompent, parce qu'on va prendre une information et c'est pas forcément la bonne. Donc il faut voir les choses dans leurs ensembles, hein, ça je suis tout à fait d'accord que par rapport à la rénovation, quand on rénove une maison, il faut vraiment d'abord faire un diagnostic sur l'ensemble du bâtiment, et ensuite voir les priorités. Donc je pense qu'il faut s'adresser à des professionnels pour ça, et ensuite on a de très très bons artisans en France. Moi je suis tout à fait confiante par rapport à tous les corps de métier, on a de très bonnes entreprises, il faut simplement que les travaux soient suivis, puisqu'on sait très bien que dans la mise en œuvre, il peut y avoir de gros problèmes, les problèmes qu'on a évoqués ce matin, hein, les problèmes de condensation, etc. Et d'étanchéité à l'air. Donc moi je tenais juste à préciser en fait que il y a des dispositifs qui ont été mis en place par la région Bourgogne qui marchent très très bien pour les collectivités au niveau de la réhabilitation des bâtiments. Hein, je pense que monsieur Hervé Robert connaît très bien le sujet par rapport aux écovillages à venir.
et qu'on n'avait pas forcément en face de nous des interlocuteurs qui étaient des spécialistes quand on travaille avec un maire de commune ou des adjoints, mais qu'en fait, en leur expliquant simplement les choses, ils le comprennent, et que derrière, il y a une aide de la région, et il y a un seul interlocuteur. Je pense que pour le particulier, ce genre de dispositif pourrait aussi être mis en place. Alors après, bien sûr, il y a toujours le problème de la finance derrière, mais on se rend compte que sur ces problématiques, quand on finance un petit peu la mission du chef d'orchestre, eh bien, c'est déjà un gros pas. On s'est retrouvé d'ailleurs au final, et c'est puisque les collectivités sont aidées pour les études, et du coup, se pose pas la question, engagent les études et font les travaux derrière. Même si c'est un gros budget pour certaines petites communes. Et le particulier, il a le même problème, c'est qu'il a besoin, s'il a un bon conseil, il sera prêt à financer un peu ce conseil, mais il faut qu'on l'aide aussi. Voilà. Peut-être accompagner aussi cette réalité par une promotion, disons une mise en valeur de ces métiers, peut-être même sur un plan institutionnel, c'est-à-dire que des services publics puissent rappeler l'intérêt qu'il y a à se faire conseiller. Oui. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Vous parliez de professions qui sont bien identifiées. C'est vrai qu'on n'imagine pas forcément, quand on a un problème juridique, aller uniquement collecter de l'information sur Internet. Il faut un vrai avocat en chair et en os. On peut toujours aller se renseigner après, on a échangé là-dessus tout à l'heure avec une personne, mais je pense que la priorité c'est d'aller voir une personne compétente et ensuite on peut aller chercher d'autres informations. Pour recroiser. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de parole avant d'aller sur notre table ronde? Je n'ai pas l'impression. Alors, mais de toute façon, on va rester sur le même genre de prise de parole puisqu'il s'agit de témoignages. Encore une fois, ce matin, on a, je pense, balayé un certain nombre de thématiques. On va maintenant voir dans le concret comment ça se passe. Alors, notamment sur deux secteurs, la communauté de l'Auxerrois et le Grand Nancy. Ludovic Antemeyer, bonjour. Vous êtes venu nous rejoindre, responsable de la direction donc énergie-climat au Grand Nancy. Alors, vous êtes la seule communauté urbaine qui s'est emparée des C2E, donc des certificats d'économie d'énergie, pour les mettre finalement à disposition des particuliers, alors que les dossiers sont assez compliqués à monter et que ça demande quand même un temps d'accompagnement assez important pour les acteurs de la communauté urbaine du Grand Nancy. Effectivement, du coup, je vais vous présenter, on a essayé de mettre en place une politique publique autour des certificats d'économie d'énergie. Du coup, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas les certificats d'économie d'énergie dans la salle, déjà? Voilà, on a donc bien sûr plusieurs personnes. Alors, en 1 minute, ça va être très complexe, mais je vais essayer l'exercice. En gros, l'État, en 2005, crée une loi. On a des objectifs européens à respecter pour 2020. Ça veut dire qu'on doit baisser l'intensité énergétique en France. Plutôt que de payer des pénalités à l'Europe, l'État se dit comment est-ce que je peux faire pour faire de la maîtrise de l'énergie chez les gens. Ben, en fait, je vais prendre tous les gens qui produisent de l'énergie. EDF, Engie, Total, Leclerc, Auchan, parce que c'est des gros vendeurs de carburant, les GPL, les fuelistes, et on va leur mettre des objectifs qu'on va chiffrer, donc on va appeler ça des certificats d'économie d'énergie, et on va leur mettre un objectif. S'ils remplissent pas l'objectif, qui me prouve pas, qui me ramène ces certificats, je vais leur mettre une pénalité qui est énorme. Du coup, il y a un marché qui s'est créé autour de ça, avec des rôles incitatifs et acteurs, etc. Et c'est pour ça que quand vous allez chez Leclerc ou chez Auchan, c'est pas parce que Edouard, il est très gentil, qui vous donne des aides quand vous changez votre chaudière ou quand vous isolez votre maison, mais c'est qu'en fait, il récupère vos certificats d'économie d'énergie, il les rend à l'État et du coup, il ne paye pas la pénalité. Donc, vous avez des gens qui produisent des certificats, des gens qui en recherchent. Au milieu de tout ça, il y a une bourse d'échange qui se crée. Alors, on ne va pas philosopher sur le concept, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de bourse d'échange autour d'économie d'énergie, enfin d'énergie qu'on ne consommera pas. Donc derrière, il y a des fiches qui se créent, etc. Idéologiquement, c'est assez compliqué. Le tout après, c'est de savoir comment est-ce qu'on en profite, comment est-ce qu'on fait connaître le dispositif, à qui c'est accessible, etc. Ça a été créé en 2006 dans l'anonymat le plus complet jusqu'en 2009. Et au fur et à mesure, l'État crée en fait des objectifs qui deviennent de plus en plus conséquents, avec des certificats. Un des gros avantages, on va dire, du certificat d'économie d'énergie, c'est que vous êtes directement obligé de mettre de la qualité. La résistance thermique minimum, en toiture, c'est 7. Donc vous voyez, vous respectez déjà les réglementations thermiques dans la rénovation. Et c'est applicable que pour la rénovation. Le chantier du neuf, on en parle beaucoup, mais du coup, l'enjeu n'est pas vraiment là. On est vraiment sur la réhabilitation, qui doit être le chantier d'avenir, qui en plus est porteur d'emploi, et qui est vraiment un vrai facteur d'économie locale. Comment la collectivité peut se positionner au milieu de tout ça? Généralement, les collectivités, elles font comme ce qu'on a fait au début. On se réunit avec nos partenaires. Le Grand Nancy, c'est 20 communes de 165 000 habitants. Vous voyez, ça reste un petit territoire. Et on s'est réunis avec les différents représentants des communes, un référent technique et un référent politique par commune, et on s'est dit, est-ce que vous valorisez vos certificats d'économie d'énergie quand vous faites des travaux dans une école, quand vous changez la chaudière, tout ça. 15 communes qui connaissent pas, 3 communes qui connaissent mais c'est trop chiant à monter, et 2 communes qui valorisaient les certificats d'économie d'énergie. On leur a dit, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse un groupement? C'est-à-dire que le Grand Nancy porte un appel d'offres pour vendre les certificats d'économie d'énergie,
et on essaye d'en récupérer un maximum. Donc on est parti là-dessus en fait sur une démarche que toutes les collectivités font. En gros, c'est que vous avez plus d'aide quand vous isolez pour une collectivité en tout cas, quand vous isolez, vous n'avez pas d'aide directe. L'ADEME et les régions généralement n'aident que les choses très très expérimentales et précurseurs en fait, qui peuvent être génératrices d'emplois et génératrices de technicité. Et donc on est parti en fait sur ce dispositif d'échange de C2E, et ça nous trottait dans la tête dès le début en fait. On a lancé notre appel d'offres, on a trouvé un partenaire qui était du coup au début Alma Consulting Group en 2012, et on leur a dit à combien est-ce que vous allez nous racheter les C2E qu'on peut vous présenter. Donc on a eu, pour vous donner la difficulté de l'exercice, 37 retraits de dossiers, parce que c'est quand même un monde économique qui bouge, il y a plusieurs milliards d'euros derrière les C2E. On a eu 4 réponses et 2 non valides, parce qu'en fait on a mis un prix plancher, c'est-à-dire qu'on avait dit en dessous de telle somme, on n'accepte pas les offres. Donc ça a effrayé tout le monde, on a 2 fous qui sont venus du coup, dont un avec lequel on a signé sur une période d'1 an et demi, donc sur les périodes fixes avec l'État. Et au bout de 6 mois, on a commencé à, pour vous donner un idée, sur les 20 communes, en 6 mois on en a 19 qui ont signé. Donc déjà dans une collectivité, faire un chiffre comme ça, c'est plutôt pas mal de rassembler autant de monde. Et après on s'est dit, c'est vrai que le dispositif de Leclerc et Auchan, c'est vachement bien. Sauf qu'après, Leclerc, c'est super intelligent, c'est-à-dire qu'ils remplissent leur objectif. En plus de ça, vous payez à la pompe un petit peu plus cher. Donc la pénalité est déjà prise en compte, normalement. Et l'autre principe, c'est qu'ils vous donnent un chèque caddie. Donc en plus de ça, ils refont 30% quand vous allez dépenser la carte qu'ils vous ont donnée. Donc économiquement, c'est génial. Après, est-ce que le particulier, on va dire, est-ce que l'habitant et l'administré du coup de la collectivité est le mieux conseillé quand on l'envoie chez Leclerc? D'un autre côté, avant, il avait rien, il avait que le crédit d'impôt. Là, il a le crédit d'impôt et l'aide Leclerc, l'aide Auchan, ou l'aide du fueliste. Je mets Leclerc parce qu'en gros, c'est les premiers à avoir tiré. Mais du coup, c'était intéressant, on l'envoyait quand même. Et on s'est dit, est-ce que nous, on pourrait pas porter un dispositif identique, qui du coup, ce serait politiquement très important. En plus, les gens ont une confiance en la collectivité, c'est-à-dire que vous portez une image neutre. Donc on a, petit principe, sur le Grand Nancy, une maison de l'habitat et du développement durable, c'est un guichet unique d'accueil des particuliers, on va se concentrer pour l'instant sur les particuliers, qui regroupe derrière différentes associations. On gère les aides à la pierre. Donc quand les gens arrivent, soit on les oriente vers la SPL pour les aides ANA, quand ils sont soumis aux ressources, soit on les oriente vers l'agence locale de l'énergie pour du conseil et pour les informer sur les crédits d'impôt et tout ça. Du coup, l'idée faisant son chemin, en 6 mois, en fait, on s'est lancé bille en tête sur les particuliers, et on s'est dit, on va faire quelque chose de simple, plus que l'informatique du coup. La slide juste, merci. Elle passe pas. Voilà, en fait, on s'est dit, on va créer un dispositif pour les gens. On sait combien 1 mètre carré d'isolant ça nous rapporte. Je vous évite les unités, c'est du kilowattheure cumac, machin. Enfin, de toute façon, quand un truc est compliqué, c'est qu'on veut pas trop que ça se fasse connaître non plus. Du coup, on s'est dit, on va faire quelque chose de très très simple pour les gens. On va créer une petite maison et on va leur dire combien on les aide. Alors, les gens peuvent avoir des aides sur le changement de fenêtre, c'est 15 € par changement de fenêtre. Des robinets thermostatiques, on peut avoir une aide de 2,20 €. Des choses comme ça. Nous, on n'est pas allé sur ce segment-là, c'est-à-dire qu'on a préféré privilégier en fait des travaux importants. Et moi, en interne dans mon service, en coût administratif, je pense qu'une aide, quand elle est inférieure à 150 €, ça me coûte trop cher en administratif et par rapport à la gestion de mon service public en interne dans ma direction. Du coup, vous voyez, on a créé cette petite maison et du coup, on a rendu très très simple en fait le dispositif. C'est que n'importe qui sur le territoire, ce qui est important, c'est que ce dispositif est cumulable avec les autres aides et sans condition de ressources. Si vous êtes chauffé au gaz, au fioul, au bois ou au chauffage électrique, vous avez des aides différentes, mais ça, c'est les fiches de l'État. On s'adapte sur ce fameux dispositif national. Et en gros, une isolation toiture, 7,5 € par mètre carré d'isolant. Donc, 100 mètres carrés d'isolation toiture, 750 € d'aide directe de la collectivité. Quand vous isolez vos murs, 12,5 € par mètre carré d'isolant. Et après, on est parti sur chaudière de type condensation, fuel gaz, chaudière biomasse où on apporte une aide aussi en fonction des fiches, et pompe à chaleur RO et OO aussi, où on apporte une aide du coup sur les maisons individuelles et les appartements. Il y en a quand même très très peu qui se font. On n'est pas parti sur les packs RR parce qu'à Nancy il fait assez froid et du coup quand il fait à partir de moins 5 degrés, eh ben on va dire que c'est du chauffage électrique pleine puissance. Donc du coup c'était un choix politique, les élus ont suivi. Et on n'est pas parti sur un truc qui fait fureur en milieu urbain, c'est l'insert, le poêle à granulés. Vous savez, en interne, là, c'est chouette, il y a une petite flamme, on met du granule, c'est vachement bien comme dispositif, mais du coup, le seul truc, c'est que ça émet pas mal de poussière, et moi j'ai des alertes à la poussière, et comme je gère aussi les problématiques air, bruit, et les problématiques réseau aussi, élec et gaz, j'essaye de me simplifier la tâche, on va dire, c'est-à-dire que si je favorise un dispositif qui me défavorise une autre de mes actions, c'est un peu problématique. Donc du coup, j'essaye d'avoir une vision un peu globale sur tout ça. Et vous voyez, pour ces particuliers, on est parti sur ces aides très claires, très simples, très pragmatiques. On a lancé ça en juillet 2012. Jusque décembre 2013 dans un premier temps, on pensait faire 200 dossiers. On en a fait 900. Donc on a vraiment fait de la massification du travail. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectivités aident les études.
c'est bien. Nous, on fait des études globales, en fait, sur des quartiers pavillonnaires, parce que généralement, c'est même année de construction de maisons, etc. On a des études comme ça qui se font sur le territoire, sur les 20 communes. Après, aller dans une étude pour un particulier, avec AMO, étude dynamique, etc., très très complète, 1500 €, 1000 €, on va dire, ou un peu moins, un peu plus. Si vous voulez faire une vraie étude, en fait, de rénovation globale, c'est super bien, mais du coup, moi, des particuliers qui pouvaient investir 60 000 € pour faire de la réno BBC, j'en ai pas trouvé des masses, et dans tous les cas, j'aurais pas fait 900 dossiers. Donc, à un moment, il faut savoir où on place la massification aussi. Est-ce que c'est dans l'action concrète, et du coup, élément par élément? Et il y a un effet intéressant qu'on va voir, du coup, après, c'est la typologie des travaux. Donc, on s'était dit aussi au départ, quand on a lancé ce dispositif assez unique, hein, mine de rien, d'aider à tout va. Enfin, nous, à un moment, c'était quand même, c'était de la folie. Hein. Les gens, ils arrivaient avec les dossiers dans le. Parce que je vous épargne en fait la gestion administrative quand même de tous ces dossiers pour prouver à l'État que les travaux sont bien faits. Facture acquittée, originale, 12 exemplaires, machin, c'est quand même super complexe. On avait peur qu'il n'y ait que de la chaudière à condensation, en gros que les gens changent la chaudière et qu'ils profitent de l'aide. Et faire peu d'isolation. Or, comme on gère le plan climat, ce qui est important en termes de CO2 et de maîtrise de l'énergie, c'est de l'isolation. Et du coup, on a quand même 60% d'isolation qui se font, donc on a un vrai résultat sur l'isolation toiture, l'isolation des murs. Donc là, c'est quand même sur la rénovation, c'est un vrai truc qui vous génère en plus énormément de travaux, on va dire en local. Arrive la fin de la période en 2013, et donc là, on se dit, notre partenaire qui nous rachète les C2E vachement cher, le marché des C2E est tombé, parce que l'État n'est pas reparti dans une période, on partait en période transitoire. Difficulté de négociation, et du coup on a relancé un appel d'offres, et là c'est EDF qui a gagné pour l'année transitoire, pour l'année 2014 du coup. On a pu continuer notre dispositif avec un partenariat avec EDF, où nous on récupère les C2E, on travaille avec eux, et du coup eux nous redonnent la valeur financière des C2E. Et là pour la période actuelle, donc la petite maison que je vous ai présentée tout à l'heure, de 2015 à 2017, on est aussi avec EDF sur ce partenariat, avec un prix de valorisation prédéfini à l'avance. C'est ça la grosse difficulté, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, quand le particulier arrive en 2015, même s'il fait les travaux en 2016, il connaîtra exactement sa prime C2E que le Grand Nancy peut lui donner, en partenariat avec EDF. Du coup, vous êtes sur quelque chose, enfin, c'est difficile d'avoir une politique publique qui est stable dans le temps, on le voit bien, le crédit d'impôt évolue chaque année. Les aides de l'ANA, ça peut évoluer aussi au fil du temps, même parfois plusieurs fois par an. Et du coup, là, on a une visibilité sur 3 ans, ce qui rassure énormément. Et le message neutre et gratuit qui est porté par la collectivité est très important. Au-delà de ça, je vais faire très très vite, hein, mais au-delà de ça, si on passe en fait sur la slide d'après, du coup vous voyez le bilan qu'on a fait. On a quand même, parce que là je vous parle des particuliers, mais du coup on a fait un truc innovant, c'est qu'on est parti, il y a un secteur qui est très peu fait, et c'est un particulier qui était venu voir, il avait une SCI, et du coup on pouvait pas l'aider en tant qu'SCI, parce que nous, le particulier c'est les personnes physiques. Et du coup on a créé en fait une ouverture aux personnes morales de droit privé. Donc ça veut dire entreprises, associations, SCI qui font des travaux sur leur patrimoine. Je vous donne un exemple, on a un but qui s'est rénové sur le territoire, on leur a fait un chèque de 61 000 €. Voilà, c'est clair, cash, concis, et du coup ça marche bien. Et la particularité de ce dispositif, c'est que sur ce seul segment des personnes morales de droit privé, entreprises, associations, SCI, on fait en fait une marge. C'est-à-dire que, vous voyez, EDF me donne une somme, et je prends en gros 10% de cette somme, ce qui m'a permis d'embaucher un commercial. Alors pareil, c'est un peu fou, hein, quand je suis allé voir la DRH pour lui dire que je travaille dans une collectivité publique et que je veux embaucher quelqu'un qui a fait une école supérieure de commerce, il y a un peu un schisme culturel qui arrive. Mais on a réussi à faire passer cette idée qui fait que le commercial en fait peut être payé par rapport à un objectif qui est fixé. Et lui en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive du coup dans une, alors pareil, hein, culturellement c'est assez compliqué à expliquer aux élus, c'est que culturellement on est dans une offre de marché où le Grand Nancy se positionne en concurrence avec les autres partenaires qui recherchent les C2E. Donc moi, vous voyez, en politique publique, ce qui est intéressant, c'est que ça me fait faire des travaux, ça alimente de l'économie locale, du coup on a pu faire des embauches, et c'est une politique publique qui me coûte du personnel en fait, mais du coup je récupère les sous que je redistribue sur mon territoire. Sauf que du coup sur le Grand Nancy, les gens ils savent ce que c'est que les C2E, et donc ça c'est assez intéressant, parce que on l'a fait aussi, parce qu'avant il y avait des entreprises, des artisans, enfin tout le monde prenait un petit peu la part du C2E, on va dire. Quand il y avait 600 € en C2E, il y a 200 € par-ci, 200 € par-là, puis il y avait une remise sur la facture de 300 € pour le particulier, assez opaque, c'était un monde assez opaque, on essayait vraiment de mettre beaucoup de transparence là-dedans. Si on regarde le bilan à fin 2014, donc en 2 ans et demi, on a quand même fait 2 300 000 € de primes redistribuées, donc pour les communes, pour le Grand Nancy, pour les particuliers. Donc vous voyez, le chiffre est conséquent, 9 000 tonnes de CO2 évitées, 3 millions d'euros économisés sur les factures, et surtout 30 millions d'euros de travaux générés sur le territoire. Et ces 30 millions d'euros-là sont vraiment les bienvenus pour les artisans en ces périodes économiques assez difficiles. Donc maintenant, on commence à être des spécialistes du C2E, plus de 2000 dossiers déposés pour toute typologie d'acteurs, donc on a tout vu dans les dossiers de C2E, et notamment la complexité de la démonstration à l'État, et puis les délais. Normalement, l'État devait valider les dossiers en 3 mois pour qu'on puisse récupérer la somme. On a des dossiers qui ont traîné 16 mois. Donc quand vous traînez 900 particuliers qui ne sont pas payés au bout d'1 an et demi, c'est le bureau des plaintes.
Donc là aussi, c'était des situations assez compliquées à gérer. Donc on a appris sur le tas et ça se passe de mieux en mieux. Et la période actuelle 2015-2017 devrait être nettement simplifiée. Après, je recadre toujours un petit peu plus dans la hauteur et dans le cadre d'une politique publique et d'un service public. Si on part sur la carto d'après, le gros intérêt pour la collectivité, c'est qu'on signe tous des plans climat. Et on se dit, on va faire les 3 x 20 pour 2020. Donc c'est bien moins 20% de CO2, moins 20% de kilowattheure et 20% d'énergie renouvelable. Sauf que la grosse difficulté pour la collectivité, c'est de se faire remonter les infos. Et du coup, nous, avec ce dispositif, vous voyez, tous les petits points là, c'est tous les dossiers C2E qu'on a portés. Et derrière nos dossiers C2E, on chiffre en fait les kilowattheures économisés par an et les tonnes de CO2 évitées par an. Du coup, ça nous donne une vraie force, commune par commune. On arrive en fait à faire un suivi de notre plan climat. Et donc, je suis dans une politique évaluative par rapport à mes objectifs. Alors, on sait très bien qu'il y a des objectifs qui seront complexes à réaliser. Et donc, ce qu'on veut faire maintenant, c'est les gens qui passent pas par nous. Parce que du coup, ça peut arriver. Il y a des gens qui préfèrent être payés plus tôt, on les envoie vers d'autres acteurs. Moi, le but, c'est pas de faire du dossier, c'est de conseiller au mieux les gens et que les gens s'y retrouvent vraiment dans leur dossier de financement et dans l'accompagnement qu'on peut leur proposer. Du coup, ils nous donnent aussi quand même les natures des travaux et on met un petit point sur leur maison en disant les kilowattheures qu'ils économisent par an. Et du coup, ça vous crée une dynamique locale, une dynamique de terrain pour votre plan climat air énergie territorial. J'ai fait super rapide, je laisserai ouvert aux questions. Justement, voilà, ça permet d'avoir des questions. Monsieur le maire, vous vouliez poser une question? On a une question Combien aussi. prend le temps de dresser un dossier administratif d'un C2E pour un particulier dans votre cas? Alors la grosse difficulté en fait du dossier particulier sur les périodes 2, c'était que 40% des dossiers nous arrivaient complets du premier coup seulement. Vous arrivez comment? Complet. Ça veut dire généralement il y a une photocopie, ou il manque un papier, ou il y a une partie qui n'est pas renseignée. Et le coût, vous l'avez calculé pour vous, la commune de Grand Nancy, le coût la gestion de ce... Ouais, le coût interne Grand Nancy, ça va être 2 agents et demi. Ah, c'est énorme. Ou pas. C'est une politique pour publique. Combien d'habitants? 260 000. Ah oui, 260 000, ouais. Non, c'est pour ça, c'est pas... Alors, je pose cette question parce que nous, commune de Vénésie, on a fait appel à C2E pour les isolations de combles de greniers de nos bâtiments administratifs. Oui. Et on a eu un refus de l'EDF, EDF, Gaz de France, les marchands de fuel, parce qu'ils n'avaient plus de crédit d'impôt. Ils n'avaient plus de crédit de C2E. Oui, c'est pour ça que c'est important de signer comme nous une convention. Ou c'est vous qui avez tout siphonné Peut-être ça, hein. Peut-être ça. Alors moi, je suis prêt à m'associer avec vous, à faire un pacte. Un pacte. Il y a énormément les gros acteurs en fait, quand ils remplissent leurs objectifs, c'est une bourse d'échange. Hein, du coup, voilà. Quand l'objectif est rempli, ça se casse la gueule forcément. Mais par contre, on arrive à trouver d'autres acteurs, des fuelistes, etc. Il y a des plateformes qui se créent aussi. Mais comme vous faites un appel d'offres, donc vous avez sélectionné EDF, si leur quota est rempli, comment vous faites? Ah non, moi en fait on prédéfinit une masse de quotas et c'est 100 minimum, 100 maximum. D'accord. Faut juste bien écrire son marché en fait. En gros, dans la convention. Oui, mais nous, votre commune de 940, je peux pas faire un appel d'offres. Non, mais du coup, généralement, il y a beaucoup de syndicats départementaux d'électricité, si vous en avez, qui valorisent les C2E au titre des communes avec des partenariats un peu plus globaux. Alors, on va noter ça. Après, chez les gros énergéticiens, en plus, avec l'ouverture des marchés à la concurrence gaz et électricité, il y a moyen de négocier, très honnêtement. Ouais. Mais je pourrais vous aider, il n'y a pas de souci. Justement, juste à ce propos, petite précision, je sais pas dans quel département vous êtes, malheureusement, je connais pas. Dans le 89, dans Lyon. Bon, d'accord. Chablis, est-ce que le CICECO, pour la Côte d'Or, regroupe les C2E pour les communes et dépose les C2E pour toutes les communes. Pour la Lyon, je suis pas sûr que ce soit le cas. Et pour la Nièvre aussi. Merci pour cette remarque, monsieur le particulier. Très particulière ma question. Est-ce que le Grand Chalon a également mis en place une démarche identique à celle du Grand Nancy? Est-ce qu'il y a d'autres communautés de communes en France qui ont suivi votre démarche? Alors clairement, du coup, on fait pas mal d'interventions à cause de ça. On était les premiers à faire jusqu'au niveau du particulier, à avoir ce traitement aussi complet, cet accompagnement du particulier, à cause de la charge administrative, hein, justement, et puis de la peur aussi d'y aller. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le tour des 21 conseils municipaux pour présenter le dispositif des C2E, etc., c'est quand même complexe, quoi. Après, quand vous allez voir leur service, quand vous faites un marché de recettes, les logiciels qu'on a dans les collectivités, ils sont pas adaptés. Et donc voilà, il y a énormément de difficultés. Donc du coup, pour les particuliers, à ma connaissance, non. Et du coup, le Grand Chalon, je peux pas vous dire parce que du coup, Et vous n'êtes pas, sollicité par les communautés de communes? Si, on est énormément sollicité par les collectivités qui trouvent, beaucoup, qui trouvent l'idée super intéressante, mais qui du coup après se retrouvent un peu seuls en fait face à la difficulté. Et actuellement, la difficulté de contractualiser avec un opérateur qui vous proposerait un prix fixe. Parce que le but aussi, nous, c'est d'avoir un prix qui est meilleur que ce qu'on trouve sur le marché. Parce que moi, sinon, j'orienterais les gens clairement vers l'offre du fueliste ou l'offre de Auchan ou l'offre de Leclerc,
Et actuellement, les opérateurs sont plutôt, le marché est vraiment tombé, donc on est quand même largement en dessous des offres que nous on peut proposer. Voilà, sachant que vous avez effectivement négocié un prix sur plusieurs années, ce qui donne cette vision. Il y avait une autre demande de parole. Et c'est aussi, vous faudra vous déplacer pour avoir un micro. Oui, allez-y. Bonjour. Comment vous avez défini les 50 millions de kilowattheures économisés? C'est une économie théorique par rapport aux épaisseurs d'isolant qui ont été posées ou... Alors, en fait, c'est que l'État vous dit, quand vous changez une chaudière dans une maison, ça vous donne tant de kilowattheures CUMAC. Et nous, on a créé un outil qui est un décum actualisateur. Donc en fait, on enlève, parce que c'est cumulé actualisé sur la durée de vie, en fait, l'aide. On enlève le cumulé sur la durée de vie, l'actualisation aussi de 4% par an, et après on y met un coefficient de réalité. Et là, on est en train de créer une application pour les gens quand ils signent la convention avec nous. On est en train de créer une appli avec notre partenaire pour regarder en fait les consommations avant travaux et après travaux. Donc on aura une centaine de particuliers sur l'année fin 2015, sur l'année 2016, où on va pouvoir suivre vraiment leurs factures et leurs conso d'énergie rapportées au DJU sur une appli smartphone avec des courbes qui... Donc on aura un résultat et on pourra corréler ça. Ça, c'est intéressant parce qu'on a vu ce matin, et tous les gens concernés le savent, c'est que quand on fait des travaux d'isolation, si on fait pas quelque chose de performant, on tue le gisement. Oui. Et le dispositif, même si sur la massification c'est réussi, oui. On a l'impression que c'est inciter les gens à étaler de l'isolant. Et pas à faire de l'isolation performante sur une vision globale du bâti. Donc je ne sais pas où est la solution, attention. Hein. Non, mais vous avez raison. Mais faut faire attention de ne pas tuer le gisement de la rénovation énergétique par des travaux qui, on a vu, qui sont dans 10% des cas performants, et dans 90% des cas, sont ni plus ni moins qu'un épuisement du gisement d'économie d'énergie. Alors du coup, ce sera oui sur la massification, et on essaye de pallier à ça, en fait, c'est-à-dire que chaque personne, pour pouvoir avoir une subvention et monter un dossier, elle est obligée de passer une demi-heure ou une heure entre les mains d'un conseiller énergie à l'agence locale de l'énergie. Donc on a cet accompagnement complet. Après, voilà, même le meilleur artisan du monde, sur 100 chantiers, il peut en avoir 2-3 qui sont flingués, et ça arrive, quoi. Nous, ce qu'on essaye, voilà, on va pas jusque là. Le rôle du service public n'est pas d'orienter vers des entreprises, quoique maintenant, pour avoir du C2E, vous êtes obligé d'être RGE. Après, on peut aussi ergoter pendant très longtemps sur la norme RGE, je pense. Et pas de mesure a posteriori, en tout cas, il n'y a pas de mesure avant travaux, après travaux, c'est une estimation. Non, je vais vous dire que la mesure a posteriori qu'on voit, c'est que quand les gens y reçoivent la prime, ils font une autre typologie de travaux. C'est pour ça que c'est marrant, on a pas mal de gens en fait qui ont fait de l'isolation toiture, qui maintenant changent la chaudière ou qui font de l'isolation mur. Ça leur donne envie d'aller plus loin parce qu'ils ont vu en fait des économies sur la facture. Je pense qu'on a été énormément aidé sur la rigueur climatique très favorable de 2014. Mais du coup, on en profite aussi et parfois il faut savoir saisir les opportunités. Alors, on parle de mutualisation des micros aussi. Vous êtes descendu de l'estrade où il n'y a pas de micro, monsieur, pour nous parler. Voilà. Bonjour. Bonjour, Stéphane Le Breton, conseil départemental de la Nièvre. Nous sommes en pleine réflexion sur un dispositif qui est similaire à celui du Grand Nancy et nous n'avions pas connaissance de votre expérience, donc là, c'est vraiment très intéressant. Deux petites questions là pour aujourd'hui. Je pense qu'on vous contactera ou l'un de vos collaborateurs prochainement pour avoir plus de détails. D'une part, à quel moment, lorsque donc un particulier s'adresse à vous, vous l'incitez ou le convainquez pour qu'il cède vos C2E à vous plutôt qu'à un autre. Et deuxième question concerne donc plutôt le monde des artisans. Est-ce que vous n'avez pas eu de levée de bouclier sur le fait que vous ayez justement pris la main là-dessus, et donc eux, on sait qu'ils ont des ristournes ou de la part de leurs fournisseurs ou autres pour lorsqu'ils vendent du matériel pour la récupération des C2E. Et est-ce que en contrepartie ou en tous les cas en effet négatif, vous n'avez pas vu une hausse des factures des artisans proposées aux particuliers, puisqu'ils ne récupéraient pas plus les C2E à partir du moment où vous les preniez? Alors première question sur les particuliers. C'était vrai, je me suis perdu le fil. La première. Comment vous les convainquez? À quel moment vous parvenez à les convaincre d'être vous l'interlocuteur C2E? Le C2E arrive là. Pour éviter le double compte en fait, enfin le double. Non mais c'est avant devis. Du coup c'est pour prouver le rôle incitatif et acteur. On a d'abord tout un système de convention. Le particulier signe une convention avec nous et pour pouvoir retirer le dossier et l'attestation de travaux, il est obligé d'avoir le rendez-vous au conseiller énergie qui lui donne. Donc là-dessus on pallie un petit peu à tout ça. La levée de bouclier des artisans, oui, j'en ai eu beaucoup au début quand on a lancé ça en juillet 2012 qui m'appelaient et qui me font bonjour, ah oui donc c'est vous qui me faites perdre 15 000 € de chiffre d'affaires par an. Donc au début je comprenais pas, ça fait un peu bizarre, et je leur dis bah écoutez, il y a pas de souci, on prend rendez-vous. Du coup ils venaient dans le bureau quand même très très énervés. Après bon vous voyez la taille et le poids fait que ça
ça se passe mieux. Je fais 1m95 et 100 kg, donc ça aide un petit peu, on s'assoit, et du coup on commence à discuter, et je comprends pas, c'est-à-dire que moi, le principe de base, en fait, c'est que quand c'est dealé d'avance, c'est-à-dire que j'ai pas de souci, qu'il y ait des entreprises qui disent, bah, je vous récupère les C2E et je reprends un pourcentage de ce que vous avez récupéré une fois que vous avez les sous, il y a aucun problème. Après, je trouve que c'est le commanditaire de la facture qui doit récupérer les aides qui sont inhérentes, en fait, au dossier de travaux faits. Et l'artisan, je pense qu'il n'a pas à récupérer une manne financière sur les C2E, sauf s'il est avec un partenaire et qui fait le travail administratif, ce qui peut arriver. Mais ce qui manque généralement, c'était l'information du client. Et on a vu beaucoup de choses où les clients signaient des attestations de travaux C2E en croyant que c'était le truc pour le crédit d'impôt, ou que c'était une bonne réception de travaux, vous voyez. C'était un petit peu mélangé dans le discours ou dans le message. Nous, on a vraiment essayé de mettre de la transparence là-dedans. Après, l'effet inverse, c'est qu'on a beaucoup d'artisans qui profitent sur leur devis quand c'est sur le territoire du Grand Nancy. Ils mettent prime Grand Nancy, et du coup, ils orientent les gens. Et du coup, c'est plus un facilitateur de devis et de passage à l'acte et de faire passer les devis pour les artisans qui ont vraiment joué le jeu. Donc on a eu quelques cas comme ça, et après explication, ils se rangeaient plutôt de l'autre côté, et on a un suivi effectivement des coûts sur les devis. Après là c'est plus compliqué à voir parce que c'est difficile de donner un prix moyen d'isolation de toiture ou des choses comme ça. Ce que je veux dire c'est que chaque maison est différente, chaque produit est différent, et du coup le coût moyen n'est qu'une réalité de visite de chantier que nous on fait pas, et de travaux. Après c'est sûr que si je vois une chaudière gaz condensation dans un appartement à 9 000 €, je vais me poser des questions, et parfois j'appelle le particulier, mais en fait... ils changent les radiateurs, vous voyez, il y a une totale derrière, et du coup ça s'explique. Et comme le territoire du Grand Nancy, c'est 20 communes, on est sur un département de 494 communes, 594, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le territoire, elles font pas la différence entre des devis Grand Nancy ou des devis pas Grand Nancy sur les travaux, on va dire, elles vont pas monter le coût des travaux sur l'isolation ou sur les chaudières. Voilà un exemple d'accompagnement. Oui, très rapidement pour passer à l'exemple suivant. Une question très rapide. Les deux agents qui travaillent sur ces dossiers, est-ce que vous avez réussi à négocier avec le partenaire avec lequel vous êtes en relation pour ces CE une participation pour payer ces agents? Non, clairement pas, parce que du coup le partenaire a déjà des agents pour traiter ces dossiers. Ah. Il me les rachète déjà à un prix assez haut, donc je ne négocie pas. Par contre, je vous ai dit qu'il y avait un agent à plein temps qu'on réussit à financer avec la marge, le fameux commercial qu'on a embauché. C'est ça, c'est par rapport à la marge qui vous reste que vous le financez. Oui, oui, d'accord. Non, mais ça revient au même, en fait, quelque part. Alors après, c'est une démarche pareille, c'est philosophique et logique, parce que sur les lignes budgétaires d'une collectivité... Oui, j'ai compris. Mais néanmoins, dans le prix que vous négociez, vous intégrez quand même le coût de l'agent. Dans les primes éventuelles que vous aurez, vous savez qu'une partie qui paiera une partie de l'argent quand même. Oui, j'ai un agent qui est payé par les primes juste sur le secteur des personnes morales de droit privé. Non, par contre, ce que j'estime, c'est que mon chargé de mission plan climat qui gère les communes, lui a un objectif de faire de la tonne de CO2 en moins sur le territoire, c'est pour ça qu'on est payé. Pour lui, c'est un super outil d'en faire. Donc du coup, ça fait partie de son travail classique et normal. Ça vous fait un employé pour 100 000 habitants, donc pour monsieur, ça fera... Faut trouver quelqu'un qui accepte de signer un contrat qui fait un centième de temps plein, ce qui est quand même pas, c'est pas gagné. On va passer à un autre exemple du côté de la commune de l'Auxerrois avec vous, Aurélia Petit, et vous, Marion Cochet. Alors Aurélia Petit, je le disais, vous êtes chargée de mission responsable habitat cadre de vie. Il se trouve qu'il y a quelques années, il y a eu une thermographie qui a été faite sur le territoire, donc on a survolé la communauté de l'Auxerrois, et les résultats ont été diffusés auprès des particuliers. On parlait d'être opportuniste ce matin. Là, c'est l'occasion qui a donné la possibilité de communiquer, et vous êtes parti sur cette thématique de l'énergie, de la rénovation énergétique. Oui, donc bonjour à tous. Donc en fait, l'idée, la communauté de l'Auxerrois, donc juste pour replacer, c'est alors si le Grand Nancy est un petit territoire, la communauté de l'Auxerrois est un très petit territoire. On a 21 communes pour 65 000 habitants, dont Auxerre qui fait 35 000 habitants, donc une majorité de petites communes autour, qui s'est dotée d'un PLH, donc un programme local de l'habitat en 2011, et d'un plan climat-énergie territorial élaboré en 2011, validé en 2012. Donc des documents de programmation récents, qui étaient les premiers du territoire. Et effectivement, en 2011, la thermographie aérienne a été le lanceur du plan climat, donc on va dire un effet de sensibilisation au grand public, donc thermographie aérienne des toitures sur l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc les personnes ont pu voir leur propre toiture, la repérer. Voilà. Donc les résultats ont été diffusés au grand public lors d'un salon à Auxerre. Donc, on a 4500 thermicartes qui ont été remises aux particuliers, également aux structures publiques, que ce soit les bailleurs sociaux, le centre hospitalier, les bâtiments des communes, du conseil départemental, etc. Donc, a permis de sensibiliser
le grand public à la question des déperditions de chaleur. Et du coup, le PLH avait lui-même dans ses objectifs une fiche action qui avait, on va dire, un double objectif de favoriser la performance énergétique des logements et de lutter contre la précarité énergétique des ménages, donc qui revient un petit peu aux objectifs dont les intervenants parlaient ce matin. C'était concilier effectivement l'ambition en termes de performance énergétique en prenant en compte aussi la question de la précarité énergétique des ménages les plus modestes, et donc d'avoir un dispositif qui allie les deux objectifs. Donc le PLH a mis en place donc un programme donc appelé programme logement durable, hein, c'est le nom que ça a pris, qui est basé sur l'accompagnement des particuliers dans le projet de rénovation énergétique. Donc il a été mis en place depuis mai 2012, il a pris fin en mai 2015, donc là il y a un mois, il va être reconduit sous une autre forme. Le principe global, c'était de faire appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc urbaniste, donc on pourra présenter plus précisément après, pour accompagner le particulier qui souhaite réaliser des travaux d'économie d'énergie dans son logement et qui ne sait pas comment s'y prendre. Ça répond vraiment bien, je crois, à la problématique qu'on a largement décrite ce matin, sur le fait que le particulier se retrouve noyé au milieu d'informations assez contrastées. Et puis on avait distribué toutes les thermicartes, donc c'était aussi de se dire, maintenant qu'on a diffusé l'information, on ne va pas laisser le particulier avec sa thermicarte à pas savoir quoi faire. Donc il y a un partenariat avec l'espace Info Énergie qui est en place et qui a renseigné énormément de monde suite à la remise de ces cartes. Mais la communauté a voulu aller un peu plus loin dans l'accompagnement avec des visites à domicile. Donc un appel d'offres a été lancé pour recruter donc un assistant à maîtrise d'ouvrage qui assure en fait le relais entre le particulier et la communauté qui elle donc est la maîtrise d'ouvrage dans le dispositif. Donc l'interlocuteur direct c'est l'opérateur. C'est Urbanis, Urbanis, voilà. Et le but c'était vraiment de faciliter et de fluidifier le parcours du ménage dans son projet de travaux, de simplifier les choses, qu'il ait un seul interlocuteur, il passe par l'opérateur qui lui va le renseigner donc lors de permanences physiques, ça c'est important aussi, il y a beaucoup de monde qui vient, parce que d'avoir un conseil particulier physique avec le thermicien ou la personne qui monte les dossiers administratifs. Ensuite, il y a les visites à domicile, donc visite du logement, étude des caractéristiques, échange avec le particulier sur les usages, sur les besoins, sur les projets de travaux initiaux, hein, et ensuite le projet de travaux qui va être préconisé en fonction des priorités relevées dans le logement. L'aide pour l'étude des devis. Alors c'est pas de la maîtrise d'œuvre, hein, c'est juste de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, du conseil, de l'accompagnement. Et puis ensuite, il va monter les dossiers de demande de subvention lorsque le particulier passe le cap et s'engage dans la démarche et fait réaliser les travaux par les entreprises. On parlait ce matin de moyens humains à mettre quelquefois en rapport. Alors, ça a mis un petit peu de temps à démarrer. Il fallait le temps que les personnes aussi, vous-même d'ailleurs, vous avez démarré cette action à travers cette opportunité de thermographie. Donc, ça a mis un peu de temps à imprimer, on va dire. Et puis, ça a décollé de plus en plus quand même. Par contre, c'est là où il faut voir aussi l'intérêt de travailler dans la durée. On parlait de la variation de certains dispositifs ou de certaines politiques. C'est finalement, vous avez fait la première opération sur 3 ans, elle vient de s'achever, mais c'est sur la fin des 3 années où là, vous avez commencé à collecter un grand nombre de dossiers. Au bout d'un an. Ouais. Au bout d'un an. La première année, c'est très très long. Hein. Déjà, c'est le premier dispositif qui était sur le territoire, donc les particuliers connaissent pas forcément. L'agglomération est pas non plus très ancienne, donc le temps qu'elle soit aussi reconnue et connue même des particuliers. Et puis, on parlait ce matin de tout ce qui est confiance. Effectivement, les particuliers, ils sont démarchés. Alors, à la suite de la thermographie aérienne, qui pour nous a été une opportunité, ça a été aussi l'occasion de beaucoup de démarchages en direct des particuliers. Et ça a un gros travail à faire auprès d'eux. Les informer qu'en tant que institution publique, on ne démarche pas directement, que le bureau d'études qui est retenu est neutre, indépendant, que l'accompagnement est complètement gratuit et déconnecté de tout intérêt commercial, que la collectivité a mis en place cet accompagnement pour s'assurer que les travaux qui vont être réalisés sont les plus pertinents et que le peu d'argent disponible va être mis là où il y en a le plus besoin. Mais du coup, c'est très long. C'est des dossiers qui sont longs à monter, entre le particulier qui prend contact avec le bureau d'études, qui vient aux permanences ou que ça soit par téléphone, qui est la visite à domicile. Donc même si après les délais sont assez courts, faut quand même que le projet mature dans la tête du particulier. C'est des demandes de devis, c'est la réalisation des travaux, le montage des dossiers de subvention. Et puis parfois, on a quand même des projets initiaux du particulier qui correspondent pas avec ce que va préconiser le thermicien qui vient à domicile. Donc voilà, c'est aussi un temps de réflexion. Donc des dossiers qui sont un peu longs à monter. Et puis effectivement, la première année qui est toujours un peu longue. La communication, on a quelques exemples après. La communication, c'est un des points clés de la réussite du programme. C'est-à-dire qu'on a l'impression de trop communiquer
de rabâcher des articles dans tous les vecteurs de communication possibles, que ce soit les journaux des communes, le bulletin intercommunal, les journaux nationaux, la radio, etc. Mais il n'y a jamais trop de communication, parce que dès qu'on a une action de com, on a des dossiers qui arrivent, on a des particuliers qui viennent aux permanences, donc c'est vraiment de la communication perpétuelle. Et donc voilà, au bout d'un an, on commence à vraiment avoir le programme qui est identifié, le bouche à oreille qui fonctionne très très bien. On voit dans les dossiers que dans une même rue, on a eu 4-5 dossiers qui sont sortis voilà, et puis avec un point aussi qui est important à souligner, c'est le taux finalement de passage à l'acte entre les premiers contacts. On sait que dans le domaine des travaux de rénovation énergétique, les ratios sont pas excellents comparativement à d'autres réflexes d'achat. Et là, sur justement la communauté de l'Auxerrois, ça a vraiment permis. Alors, je sais pas quels sont les ratios que vous avez entre, par exemple, les prises de contact et les contrats finalisés. Ça dépend des publics. En fait, le nombre de dossiers peut s'évaluer de deux façons. C'est-à-dire que pour revenir juste sur le dispositif pour mieux comprendre, donc le premier dispositif, donc c'est un programme d'intérêt général, donc en partenariat avec l'ANA et l'État, qu'on a contractualisé sur le territoire. Donc c'est le PIG Habiter Mieux sur la rénovation énergétique, donc qui touche les publics qui sont éligibles aux aides de l'ANA, donc modeste et très modeste, bon plus que très modeste depuis peu, mais voilà. Donc là on se cale sur les critères de l'ANA, donc c'est-à-dire réaliser 25% d'économie d'énergie. Et on finance l'accompagnement. Donc la mission d'urbanisme est totalement gratuite pour le ménage. Et ensuite, lorsqu'ils réalisent les travaux, ils ont les aides de l'ANA, donc de 35 ou 50% du montant des travaux suivant leurs ressources, et une aide de la collectivité, donc un coup de pouce de 500 € qui permettait donc à l'aide de solidarité écologique d'être majorée et de monter à 3 500 €. Donc en gros, il y avait 4 000 € de subventions directes plus les 35 à 50% du montant des travaux financés plus l'accompagnement gratuit. Et dès le départ, la collectivité a voulu élargir le dispositif à tous sans condition de ressources. Donc par contre, du coup, il n'y a plus que la communauté de l'Auxerrois qui versait une aide financière, donc qui était un coup de pouce, mais avec un accompagnement quand même le même qui est réalisé pour les publics éligibles à l'ANA, mais complètement gratuit. Donc quelles que soient ses ressources, le propriétaire occupant qui souhaitait réaliser des travaux pouvait s'adresser à l'urbanisme, bénéficier de l'accompagnement, de la visite à domicile, de l'aide aux demandes de devis et du montage de dossiers de demande de subvention pour son projet, avec une aide de 500 ou de 1 000 € selon les travaux réalisés, si c'était un poste unique ou un bouquet de travaux. Et donc pour les publics hors ANA, on a eu deux dossiers sur 3 qui sont déposés. Sur 3 visites, il y a 2 dossiers qui sont déposés ensuite pour des travaux réalisés. Et en fait, pour les publics éligibles à l'ANA, on voit que lorsqu'on n'était pas en opération programmée sur le territoire, il n'y avait aucun dossier de déposé. Et depuis que le PIG a été mis en place, on a eu 150 dossiers en 3 ans. Ouais, on voit bien le rôle là d'une collectivité, et puis l'image qu'elle porte, puisque c'est vrai qu'elle est d'autres par rapport à d'autres. Et surtout l'accompagnement qui est mis en place, je pense que. Alors l'accompagnement, on peut en parler avec vous, Marion Cochet, parce que c'est vous qui êtes sur le terrain pour l'urbanisme. Donc le dispositif a pris fin là le 10 mai 2015, mais il est renouvelé. Ça a le temps de monter les dossiers, d'aller jusqu'à sa concrétisation. Ce sera valable, je crois, à l'automne, et c'est reparti pour 5 ans. Avec là un budget x5, Aurélia Petit, par rapport au premier budget sur 3 ans, vous avez décidé de doter un peu plus l'opération. Et alors, Marion Cochet, comment ça se passe avec les particuliers? On évoquait ce matin l'importance d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage pour mieux orienter, mieux informer, aider à faire les bons choix. Est-ce que effectivement sur le terrain ça s'avère à ce point utile? Bonjour à tous. Eh bien oui, on va répondre simplement, mais effectivement, je pense que cette assistance à maîtrise d'ouvrage qui est proposée via les collectivités, qui choisissent de mettre en place des aides, une incitation à l'aide aux travaux, à travers ces dispositifs que l'État finance, donc les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou les programmes d'intérêt général. Pour les collectivités donc, qui n'ont pas la chance d'internaliser, comme le Grand Nancy, d'avoir tous ces services-là en interne, effectivement, il y a des opérateurs qui répondent et qui accompagnent les collectivités. Donc, on est à la fois assistant à maîtrise d'ouvrage pour la collectivité, mais aussi pour le particulier, donc qui est, on va dire, la cible prioritaire de ces politiques publiques. Est-ce que ça permet de dénouer quelques exemples dans vos échanges concrets sur le terrain avec les particuliers, je veux dire? Je voulais souligner qu'effectivement, sur un territoire qui bénéficie ou qui met en place ces politiques d'intervention avec une incitation d'aide directe aux travaux et d'ingénierie, donc d'accompagnement, on a, comme le soulignait Aurélia Petit et comme on le disait ce matin, on multiplie par 2 ou 3 la transformation sur un projet de travaux.
Concrètement, ça veut dire que dans nos équipes, on a des compétences variées, donc on ne se substitue en aucun cas, bien sûr, à la maîtrise d'œuvre, c'est pour rassurer ici tous les professionnels et particuliers qui sont intervenus. En revanche, nos compétences nous permettent d'avoir ce rôle d'ensemblier, de mise en relation et d'intervenir, pas forcément en expertise, mais sur les questions juridiques, sur les questions techniques, sur les questions d'accompagnement social, sur les questions bien sûr financières, puisqu'on fait des faisabilités techniques et financières. On évalue l'intérêt et les besoins des personnes et on essaye, en accord avec la collectivité, de proposer et d'aller vers un projet qui corresponde aux capacités à la fois psychologiques, mais aussi financières, techniques et sociales du ménage. Donc c'est toute une approche on parlait d'approche globale ce matin, je crois qu'on peut dire que les opérateurs dans ces opérations ont une obligation, j'allais dire, d'approche globale pour apporter un vrai service en fait auprès des habitants des collectivités. Est-ce qu'on peut dire quand même le bilan de tout ça, c'est qu'au final, la conclusion que vous en tirez, c'est que les particuliers sont même davantage sensibles à cet accompagnement qu'à l'aide financière de 500 ou de 1000 euros qui va être... Alors, elle est importante cette aide, mais ce qui fait qu'on va aller sur des travaux, c'est vraiment le sentiment d'être conseillé et d'avoir cet accompagnement. Oui, bon, l'aide financière est évidemment c'est la cerise. Cela étant, on l'a beaucoup évoqué ce matin. Le panier de crabes et le maelstrom à la fois administratif, réglementaire et technique est tel que je crois que cette assistance et cet accompagnement, il est indispensable. Il faut savoir quand même que les programmes donc, qui sont financés par l'ANA et l'État, que les collectivités mettent en place sur leur territoire, sont essentiellement dirigés sur des publics précaires ou au moins à ressources modestes. Donc on n'est pas là. Peut-être c'est ce qui fait la différence avec les personnes les cibles qu'on a évoquées ce matin. On est sur des publics plus en difficulté que ceux qu'on a évoqués ce matin. Donc on n'est pas forcément sur des publics qui ont les éléments de connaissance. Ils savent pas, contrairement à ce qu'on disait ce matin également, ils savent pertinemment plutôt ce qu'ils dépensent en charge de chauffage. Ils savent très bien que c'est beaucoup trop, voire ils ne se chauffent pas. Ce sont pas des ménages en mutation. Donc on est vraiment sur une catégorie de public pas forcément en difficulté, mais qui peut l'être, en tout cas qui est modeste, voire très modeste. Et donc l'accompagnement, il est essentiel. Et on parlait aussi de la confiance ce matin, et je crois que c'est très très important. Donc notre objectif, c'est pas de leur expliquer toutes les ficelles techniques, juridiques, financières, mais c'est d'apporter de la confiance, de l'accompagnement qui sera toujours basé sur de l'écoute et de l'échange. Y-a-t-il des questions sur l'exemple serrois? Je crois que vous avez été très clair. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller voir si les maisons qui ont bénéficié de rénovation énergétique ont gagné ou pas en valeur. Et pour ça, on a la chance d'avoir avec nous Claude Taffin, qui a mené une étude pour une association qui s'appelle Dynamique. Donc, Claude Taffin, bonjour. Vous êtes directeur scientifique de cette association. Alors, Dynamique, ça veut dire développement de l'information notariale et de l'analyse du marché immobilier et de la conjoncture. Alors que les choses soient très claires, vous n'êtes pas un spécialiste de la rénovation énergétique, mais par contre, vous êtes un économiste et statisticien, et vous avez décidé de vous plonger sur ce sujet avec des informations notariales et aussi des informations de la Caisse des dépôts pour voir si, effectivement, la valeur verte d'une maison individuelle, ça avait une signification. Alors évidemment, il y a des analyses de territoire par territoire, mais on va voir le travail que vous avez mené à travers une étude assez compliquée, assez complète, malgré tout. C'est de la statistique. Je vais essayer de faire comme Hubert Reeves, de la statistique clafoutis. Je n'ai certainement pas son talent. Je vais sans doute vous décevoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre à un niveau géographique très fin, pas encore, mais on fera un petit peu mieux. Et ensuite, on répond dans le futur. Et ensuite, on répond pas exactement à la question posée, qui est j'ai une maison dont je connais la valeur aujourd'hui, ce qui veut dire que je viens de l'acheter. Sinon, on ne connaît pas la valeur. Le reste, c'est de l'invention. Je fais les travaux et je la revends tout de suite. Alors déjà, pour faire les travaux, il faut 2 ans, quelque chose comme ça. Et si je la revends, le marché aura changé. Donc c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est de l'économétrie sur variables qualitatives. Ça a un nom beaucoup plus joli. On appelle ça de l'analyse hédonique. Chacun, vous savez, c'est la racine grecque, mais chacun trouve son plaisir où il le peut. Les statisticiens le trouvent. Donc dans l'économétrie, qui consiste à dire que ça marche bien pour un ordinateur, pour une voiture, alors on essaye de le faire pour un logement, de dire un logement, la valeur d'un logement, c'est la somme de la valeur de ses composantes.
enfin c'est le produit, parce qu'en fait c'est le logarithme, enfin passons là-dessus, c'est-à-dire que si j'ai disons C'est une mal parti maison... pour le clafoutis, là, c'est mal déjà on n'a pas de lâché. jacuzzi quand même, mais on se dit, voilà, j'ai une maison de base à tel endroit, parce que le premier point évidemment c'est la localisation, qui a une telle surface, telle caractéristique, si elle vaut tant, une maison à peu près pareille, mais qui va changer, qui aura 2 salles de bain au lieu d'une, elle vaudra 5% de plus, par exemple. C'est ça qu'on calcule à partir des données de marché. On recueille des données de marché sur tout ce qui se vend, uniquement sur ce qui se vend. Donc c'est pas une analyse à l'échelle de l'objet, puisqu'on voit bien qu'il y a un transfert dans le temps qui permettrait pas. La statistique, c'est l'étude des ensembles nombreux. Voilà, c'est ça. Pour ça qu'on peut pas répondre à votre question sur une maison donnée. De même, vous n'allez pas voir votre boulanger le 1er janvier en disant l'indice des prix de l'INSEE, c'est moins 0,4, donc la baguette, elle va passer à 99 centimes et demi. Tout ça, c'est des moyennes, des estimations. Donc là, comment est-ce qu'on estime la valeur verte? D'abord, il faut savoir de quoi on parle. Alors, la valeur verte, dans la littérature, il faut viser où pour que ça marche? Vers l'écran, peut-être? Essayez voir. Oui, voilà. Alors, la valeur additionnelle d'un bien créé par ses avantages environnementaux. Ça peut vouloir dire des tas de choses. On peut prendre en compte l'accès au transport en commun, les matériaux utilisés, l'insertion dans la biodiversité, la qualité de l'air, l'isolation phonique, etc. On n'a pas toutes ces informations et en général, et c'est ce qu'on fait ici, on se concentre sur les aspects énergétiques. Mais comment est-ce qu'on aborde les aspects énergétiques? Eh bien, on se focalise, nous, sur les 2 seules variables que l'on a, qui sont, c'est obligatoire depuis 2006 et c'est saisi dans les bases depuis 2010, les DPE. Le DPE énergie et le DPE, on dit pas COD, on dit GES, c'est encore moins connu parce que CO2, il y a peut-être des gens qui se souviennent tout de même dans les études secondaires, alors que GES, je vous garantis que gaz à effet de serre, ça, c'est encore moins connu. Alors, comme vous le disiez, il y a l'intérêt supérieur de la planète, et puis il y a le cœur, et puis ce qu'il y a devant, le portefeuille. Donc c'est plutôt le DPE énergie, avec ces lettres, bon, je vais pas vous le montrer, vous savez mieux que moi comment c'est fait et à quoi ça correspond. Vous savez qu'à l'occasion des ventes, il y a un diagnostic obligatoire, et donc cette information est saisie. Et donc ce que nous faisons, c'est de regarder toutes choses égales par ailleurs, dans la limite des informations que l'on a bien sûr, la différence entre un bien qui a par exemple la lettre D, je pense que c'est le standard qu'on la moyenne, emploie, et la lettre C. Est-ce que les logements comparables avec une lettre C ont plus de valeur que les logements avec une lettre D? La réponse est oui. Alors, est-ce que ceci est visible? Lisible? Peut-être le décrypter un petit peu. Visible, j'aurais du mal Est-ce que vous voyez dans la salle les différentes valeurs qui apparaissent en voix? La première chose, c'est d'être capable de lire à peu près. Alors déjà, nous ne sommes pas descendus au niveau de la région, parce que nous estimions que c'était un peu trop fin. Nous avons pris la zone climatique, parce que ça ne nous paraissait pas idiot, et puis vu le nombre qu'il y a, Est-ce que vous entendez bien, Claude Taffin? Est-ce que vous entendez dans la salle? Rapprochez-vous peut-être du micro, Claude Taffin, parce que sinon, c'est le micro pour les élus qui sont assez loin. Si je regarde ça, attendez, je vous donne un micro. À la distance, c'est flou. Alors, ça tombe bien. Vous savez dans quelle zone climatique nous nous trouvons? H1C. H1C, voilà. La Bourgogne a 2 départements en H1C et 2 départements en H1B. Le 1 veut dire froid l'hiver, 1, 2, 3 c'est la température hivernale, et ABCD c'est la température d'été. Donc C c'est plus à l'est, c'est un peu plus chaud l'été que les 2 départements qui sont dans la zone H1B. Donc on va se concentrer, disons, sur la Côte d'Or, ça tombe bien parce que la zone H1C, on a à peu près toutes nos observations. Donc que dit ce schéma? Il y a une lettre qui manque, c'est la lettre D. Pourquoi? Parce que c'est la lettre pivot, c'est notre maison de base par rapport à laquelle on raisonne. Et donc les autres, on regarde la différence pour celles qui ont une lettre C. Et quand on voit 4%, ça veut dire, en zone climatique H1C, une maison en bon état, non, une maison, bon état, ça fait partie des variables, ayant une étiquette énergie C, se vend en moyenne 4% plus cher qu'une maison, donc identique, toutes choses égales d'ailleurs, avec une étiquette énergie D. On a regroupé AB parce que derrière, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc AB en moyenne, c'est plus 12%. Si vous êtes à E, la décote est de 3%. Et si vous êtes FG, on a aussi regroupé pour les mêmes raisons au niveau national. Mais j'ai aussi une carte qui montre la proportion de maisons, soit AB, soit FG,
par département, et ce qui s'est dit ce matin est hélas vrai, c'est-à-dire qu'en Bourgogne, il y a beaucoup de maisons qui sont en F ou G. Donc à peu près symétrique, là, moins 13%. Dans la zone H1C pour ce qu'on a appelé méchamment les passoires énergétiques. Je préférais parler de maisons gourmandes en énergie, c'est un petit peu plus gastronomique. Un peu plus gastronomique, un peu plus agréable. Bon. Donc voilà ces données. Si vous regardez d'une zone à l'autre, il y a des endroits où des données manquantes, c'est parce qu'on n'en a pas trouvé assez. Il n'y a pas, par exemple, dans la zone H1, dans le nord, on n'a pas trouvé assez de maisons performantes. L'Île-de-France, ça vous passionne peut-être pas, mais c'est instructif parce que là, tout est écrasé. C'est à peu près 2 fois moins. Et si on regardait, on peut regarder les appartements, même si le sujet c'est la maison individuelle. Si on regarde les appartements, on va voir que là aussi c'est écrasé. Dans la zone H1C, vous avez 3% au lieu de 4, et les A et B ne sont qu'à 5. Et les maisons gourmandes, les appartements gourmands sont beaucoup moins pénalisés. Alors pourquoi cette différence entre maisons et appartements? Il faut bien voir le marché. Comment il est le marché aujourd'hui en France? C'est un marché de centre-ville et plutôt de métropole. Si vous trouvez l'appartement de vos rêves à Paris dans des prix qui vous conviennent, vous n'avez pas chipoté sur le DPE. Alors ça, c'est vraiment la dernière. Pas casser les pièces, Stéphane Plaza. Si vous achetez une maison dans une zone détendue où là vous voyez qu'il y a des travaux à faire, c'est une base de négociation. Alors la théorie économique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne marche jamais la théorie économique, on est entre nous, on va quand même pas se raconter des histoires. Elle dit que normalement, la valeur verte, ça devrait être la somme capitalisée des gains futurs en énergie. Calculons les gains futurs en énergie. On a dit ce matin qu'effectivement, qui peut connaître le prix de l'énergie demain? D'ailleurs, personne ne connaît le cours du pétrole aujourd'hui déjà. Donc sur 15 ans, sur 20 ans, c'est une gageure. Il ne suffit pas de connaître le prix de demain, il faut connaître les taux d'intérêt. Parce qu'il y a un taux d'actualisation dans le calcul entre dépenses aujourd'hui et dépenses futures. Et puis il y a une autre inconnue, c'est le climat. Si j'étais cynique, je le suis assez souvent d'ailleurs, je dirais avec nos amis chinois et indiens parce qu'ils sont nombreux et avec nos amis américains parce qu'ils consomment toujours 4 fois plus que le reste de la planète, on peut leur faire confiance pour que de toute façon la température continue à s'élever. Vous savez que les choses ne sont pas aussi simples que ça et que même avec une température qui s'élève, on a des aléas avec des périodes de grand froid qui ne diminuent pas forcément. Donc, le marché, que fait le marché, lui? Il intègre plus ou moins bien ce type de raisonnement. Donc, dans les marchés détendus, il l'intègre relativement bien, c'est-à-dire que la réalisation des travaux d'économie d'énergie représente effectivement, même si l'on ne croit pas aux économies futures, un gain immédiat sur la valeur patrimoniale. Et là, on ne touche pas seulement le portefeuille, on touche aussi le cœur. Parce que il y a beaucoup, dans les maisons individuelles, il y a beaucoup de personnes âgées, donc de gens qui n'ont pas le projet de vendre demain ou après-demain, mais de transmettre un bien à leurs héritiers. Et ça, c'est une des raisons profondes de l'accession à la propriété dans notre pays. Donc le fait d'augmenter la valeur patrimoniale, en plus, bien sûr, du gain en confort et des économies d'énergie, c'est quelque chose qui, théoriquement, est équivalent, mais qui, en fait, donne un plus parce que c'est quelque chose de presque palpable aujourd'hui. Alors, par contre, c'est 10% quand on monte sur du A et B, grosso modo, je fais la moyenne sur les maisons individuelles, ça recouvre pas forcément les montants investis dans cette rénovation énergétique parce que... Je vais revenir aux maisons. D'abord, avant de vous décevoir, c'est-à-dire si on en a le temps de vous donner quelques précautions méthodologiques tout de même, ne serait-ce que sur les intervalles d'incertitude, effectivement, une maison moyenne, ça va coûter combien? Mettons-la à 100 000 euros, ça c'est pas cher, c'est pas la maison moyenne en France, mais peut-être dans la région, dans un beau rural. Moi, ça m'arrangerait de prendre 100 000 parce que je peux faire des calculs sans me tromper. Si vous me dites 125 732, là, j'aurais plus de mal. À 100 000, on fera la conversion. On peut la mettre à 150 000 si vous voulez. 200? Qui dit mieux? 200? Et 200 000, c'est peut-être un prix plus réel. Vous savez qu'on est au-dessus de la moyenne nationale, là. Combien? 100 000. Et pour comprendre quoi? Pour gagner une lettre. Moi, j'en sais rien. Pour combien faut faire de travaux? Pour passer de... Sur une maison à 100 000, 40 000. Donc c'est 40% du bien. Ah non, mais 40 000, vous allez gagner plus qu'une lettre, là. Non, pour gagner qu'une lettre. Non, une seule lettre. Ouais, si vous voulez passer effectivement de FG à... 20 000. Ouais, c'est une question de déperdition, ça va être difficile. Du cas par cas, pour le coup.
Alors prenons un exemple théorique, Claude Taffin, et disons qu'il y a 20 000 euros de travaux. 20 000 euros de travaux, ben, ça fait 20%. Voilà. Donc ça vaut le coup si vous passez en gros de E à AB. Ouais. Vous passez de E à BBC. Là, on s'y retrouve à peu près. À peu près. Mais il y a tout de même de belles incertitudes. Je vais quand même vous les montrer. Volontiers. Il y en a plusieurs. La première, de quoi on parle? On parle des diagnostiqueurs. Merci, madame. Bon, il y a eu des améliorations, une professionnalisation depuis 2013. Mais nous, la seule chose que l'on connaisse, c'est la lettre qu'ils mettent. Même si c'est... Alors ça peut être plus rentable pour augmenter sa valeur, soyons complètement cyniques, de donner 5 000 euros au diagnostiqueur que d'en donner 20 000 à quelqu'un qui fait... Si c'est uniquement ça le but, hein. Non, soyons sérieux. Imaginons même que tous les diagnostiqueurs trichent, c'est-à-dire qu'ils mettent systématiquement D là où ça vaudrait E, ben ça ne changera pas nos calculs. Si vous demandez à tout le monde de faire un pas en avant, ben ça ne changera pas l'ordre des gens. Bon. D'un autre côté, si les diagnostiqueurs font un peu n'importe quoi dans tous les sens, et ça c'est la magie de la statistique, c'est la loi des grands nombres. Tout est faux, pris individuellement tout est faux, mais globalement c'est à peu près vrai. À peu près. Alors l'à peu près, je vais vous le montrer. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'on a dans les bases pour dire toute chose égale d'ailleurs. Si j'ai un appartement, malheureusement je ne l'ai pas, avec vue sur la tour Eiffel, il vaudra forcément plus cher que celui qui n'a pas la vue, mais ça ne sera pas dans la base notariale. Si vous avez une décharge à côté ou je ne sais quelle nuisance, du bruit ou autre, ça ne figurera pas dans les bases. Donc on est tout de même limité par l'instrument, qui va nous dire notamment que la maison est en bon état, ou à rénover, ou complètement, ou pratiquement à l'état de ruine. Mais ça, c'est déclaré par qui? C'est déclaré par le notaire ou par le vendeur. Donc c'est déjà une fiabilité douteuse et c'est quelque chose de relativement subjectif. Donc ce qu'on imagine, vous avez employé, on emploie l'expression embarquer, hein, les travaux d'économie d'énergie, eh ben, nous, je pense que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'on embarque avec la valeur verte d'autres travaux d'amélioration. Ce qui fait qu'en fait, c'est là que je suis obligé d'être un peu décevant, c'est que probablement on surestime la vraie valeur verte, c'est-à-dire ce qui tient uniquement à la qualité de l'isolation énergétique. Merci Claude Taffin, c'était quand même très très clair. Ah, je suis obligé de vous montrer, je suis quand même obligé de vous montrer ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Et les intervalles de confiance, c'est la précision des résultats. Est-ce lisible? Oui, enfin. Mon 4%. Mon 4%, on a dit qu'on était en H1C. Ouais. Eh ben, tout ce qu'on est capable de dire, c'est qu'il y a 95% de chances pour que le résultat soit entre 2 et 6. Alors 4, il y a 100% de chance. Hein. Mais je veux dire que nous, quand on dit 4, c'est parce qu'on est au milieu, mais on ne peut pas s'avancer au-delà de 95% de chances d'être entre 2 et 6. Donc il reste quelque chose, mais c'est peut-être 2, c'est peut-être 6, c'est plus sûrement 4. Après, bon, c'est une courbe de Gauss, quoi. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Claude Taffin, d'avoir accepté de nous faire la restitution de cette étude qui reste intéressante pour les grands volumes que vous avez traités, avec toutes les réserves, bien sûr, associées habituellement au travail de statisticien. Allez, on peut vous applaudir pour l'exercice, parce que c'est vrai que c'était pas quand même évident aujourd'hui sur... Alors, Sébastien Pénidon, vous êtes directeur Bourgogne Énergie Renouvelable. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à cette étude. Je pense que c'était... Oui, madame? Ou des remarques, bien sûr. Alors, je suis désolée, mais je vais quand même reprendre un petit peu ce qui a été dit. J'aurais préféré, moi, qu'il y ait une étude qui soit faite non pas sur les étiquettes, mais sur les consommations réelles en euros, qui sont également indiquées sur les DPE, qui soient d'ailleurs estimatifs ou relevés, hein, parce qu'il y a 2 méthodes de calcul de DPE. Je contexte effectivement l'idée de comparer les DPE. Je ne sais pas si vous l'avez pris en compte dans votre étude. Vous savez quand même que l'énergie électrique, elle est multipliée par un coefficient de 2,58 dans l'étiquette énergétique que l'on exprime en consommation en énergie primaire. Ce qui veut dire 2,58. 2,58, oui. Ce qui veut dire en France, tout à fait. Ce qui veut dire qu'une même maison isolée de la même manière, chauffée au gaz, peut avoir une étiquette de 100 et la même maison avec un chauffage électrique aura une étiquette passée à 258. Donc vous imaginez, on passe de C à un E. Donc évidemment, c'est très compliqué à pouvoir interpréter vis-à-vis d'un client quand une agence immobilière commence à ne mettre que la publication de l'étiquette,
alors que ce qui intéresse le plus le client, c'est évidemment ce qu'il va payer en termes de chauffage. Donc, je dirais qu'il faudrait peut-être faire attention quand même à l'interprétation qui peut être faite de l'étiquette. Et je revenais d'ailleurs à l'intervention qui a été faite ce matin, où j'apprécierais, moi, qu'on revienne plutôt à une étiquette comparative justement sur le CO2, les émissions de gaz à effet de serre, qui me semblerait beaucoup plus juste pour justement essayer de sensibiliser l'opinion publique, puisque ça a été l'objet aussi de la réunion, à cette problématique d'émissions de gaz à effet de serre. Et le calcul me paraît d'ailleurs plus approprié, puisqu'il y a vraiment des facteurs de conversion qui aujourd'hui sont assez justes. Merci beaucoup pour ces remarques. Claude Taffin, bien sûr. Allez-y. L'énergie, oui, on a déjà été alerté là-dessus, sur le fait que si vous passez d'une énergie fossile à l'électricité, vous allez dégrader votre relais tout en améliorant votre performance énergétique. C'est les limites de l'instrument. Nous saisissons, le notariat saisit les lettres, il saisira jamais rien d'autre parce que ça lui coûte assez cher comme ça d'entretenir ses bases. Effectivement, on a bien la deuxième, on l'a pas exploitée, et en plus on va enrichir les bases malgré tout d'une autre variable qui est l'énergie principale utilisée. Donc on pourra raisonner dans le futur énergie par énergie. Dans le futur, je ne sais pas vous dire à quelle échéance. Le GES, on a effectivement la deuxième lettre. Pourquoi pour le moment, on s'est focalisé sur la première? Parce que c'était la commande. On nous a demandé beaucoup plus d'exploiter la première. Pour la seconde, il y a un lien mécanique par le biais de l'énergie, effectivement, entre les deux. C'est à notre programme de cette année. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on va produire une nouvelle étude, parce que là, on était encore sur les diagnostics de 2012 et 2013. On va exploiter la des 2014 cet été. Et à la rentrée, on va sortir une étude dans laquelle on aura à la fois le DPE énergie et le DPE gaz à effet de serre. Merci encore Claude Taffin pour toutes ces précisions. On voit que c'est un travail qui est entamé mais qui va continuer de progresser en précision puisque d'autres études suivent. Sébastien Pénidon, vous êtes directeur de Bourgogne Énergie Renouvelable. Est-ce que cette question de la valeur du patrimoine est une question qu'on vous pose parfois dans les dossiers que vous suivez? On va voir un exemple tout à l'heure de maisons acquises et rénovées dans le même temps quasiment de l'acquisition. Est-ce que cette question de la valeur que prend le domicile est une question qui vient sur le tapis aussi ou assez rarement? Ça vient sur le tapis, mais assez rarement, et ça va dépendre un peu du profil de la personne, puisque effectivement sur de l'habitat individuel, la maison, en général, on essaie de la garder longtemps. C'est parce qu'il y a quand même un attachement qui est différent à un appartement. Donc cette question de la valeur immobilière, elle ressort pas tout de suite, mais le particulier comprend que quelque part il investit sur son patrimoine. Voilà, ça reste là aujourd'hui. Ce n'est pas des éléments qu'on a encore intégrés. Alors comment dynamiser le marché de la rénovation énergétique pour les maisons individuelles? Quels sont les clés à votre avis? On a vu l'accompagnement qui joue un rôle important pour les particuliers. On a vu l'exemple d'une communauté urbaine qui avec ses C2E arrive quand même à massifier, à créer pas mal de dossiers. Au niveau de Bourgogne Énergie Renouvelable, quels sont les éléments qui permettent de dynamiser ces actions? Est-ce que vous avez identifié quelques clés? Alors, c'est une question compliquée, puisque effectivement nous... Compliquée parce qu'elle est large, et puis en plus... Elle est large et le temps limité. Donc nous, effectivement, au sein de l'association Bourgogne Énergie Renouvelable, on a été la première association à porter un espace Info-Énergie de Côte d'Or, un espace Info-Énergie qui ensuite est devenu l'espace Info-Énergie de Côte d'Or avec le déploiement du réseau. Je vous ai mis un slide qui reprend un peu toutes les structures qui portent des espaces Info-Énergie. Donc les espaces Info-Énergie sont des acteurs de terrain au contact des particuliers pour les accompagner sur leurs questions de maîtrise de l'énergie, donc que ce soit de l'isolation, la sobriété des usages, l'efficacité énergétique des équipements, enfin toutes ces questions au sens large de maîtrise de l'énergie. Et le deuxième point, c'est le soutien au développement des énergies renouvelables, ou aujourd'hui on dirait du mix énergétique. Sur cet aspect-là, donc on va intervenir avec des actions de sensibilisation et des actions d'accompagnement. Donc accompagnement dans les éco-gestes peut-être, mais aussi accompagnement technique qui reste toutefois limité, puisque effectivement dépendant des pouvoirs publics, en fait, de la politique locale mise en place. C'est-à-dire que nous, on a une mission de base qui nous est confiée par les partenaires ADEME, conseils régionaux, les syndicats d'énergie, enfin toutes ces structures-là qu'on retrouve à une grande échelle, quoi. Donc aujourd'hui, il y a quelques initiatives sur la Bourgogne, mais pas encore assez aussi poussées que les exemples qui ont été montrés. Alors quels sont les renseignements qu'on vous demande, parce qu'on vient vous voir, je pense essentiellement pour obtenir de l'information. On voit que c'est ce qui peut. Ouais.
Alors nous le profil, on a fait un petit profilage pour l'occasion des demandeurs, des personnes qui viennent nous voir. Et en fait, on s'est rendu compte, on le touchait du doigt, hein, mais à 96% des particuliers, faut savoir que les espaces Infoénergie ont renseigné individuellement près de 6700 personnes l'année dernière, en 2014, donc du conseil personnalisé. 6700 personnes. On a fait une étude en 2013 sur l'efficacité de ces conseils et ils ont induit 9 millions de travaux sur le territoire. Donc on voit qu'on est quand même sur une valeur ajoutée assez importante, c'est-à-dire par conseil donné de montant de travaux. On est loin des chiffres qui ont été présentés ce matin effectivement sur le volume de travaux qui est réalisé sur le territoire. Bon, le filtre par l'espace Infoénergie est assez efficace puisqu'on arrivait donc à 23 millions de kilowattheures économisés par an. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc les particuliers qui viennent nous voir, donc plutôt des particuliers, essentiellement en maison individuelle, 81%, et pourquoi? Pour des questions de rénovation énergétique à 73%. C'est ce rôle qui a été renforcé avec la mise en place, on a parlé ce matin, du PREH et du PRIS, du point rénovation infoservice. Voilà. À côté de ça, on a des questions effectivement sur les autres énergies, les énergies renouvelables, le neuf et tout ça. Mais aujourd'hui, on sent que la communication va dans ce sens-là et du coup les particuliers sont réceptifs puisque on reflète directement la problématique nous dans les contacts qu'on a. Justement dans ces contacts, donc ces personnes qui nous contactent, on a on essaye d'avoir une petite échelle entre nous qui est le niveau de la personne qui vient nous voir. C'est sûr, c'est 90%, c'est des personnes qui ont été accrochées par les messages, essentiellement les messages de communication nationale, qui sont, il y a des aides financières, faites des travaux, il y a des aides financières de l'État. C'est le moment d'y aller. Voilà, les gros spots télé, les spots radio. Donc sur ces 90%, c'est ce qu'on appelle nous de l'approche par élément, même pas encore de par élément, élément par élément, mais c'est par élément. J'ai quelque chose à rénover, est-ce que j'ai droit à des aides? Ou effectivement la performance visée, on recherche l'éligibilité au crédit d'impôt. Voilà. Donc après, c'est là qu'intervient le rôle du conseiller énergie. Ça va être d'aider, d'accompagner cette personne à franchir un cap dans son projet de travail. Voilà, dépasser l'opportunisme pour analyser une situation peut-être plus reprendre du recul sur le projet et d'essayer l'ensemble de définir des priorités, de travailler sur l'ensemble. Donc effectivement, on peut après passer à ce qu'on appelle l'élément par élément avec une visée plutôt très haute performance énergétique, c'est-à-dire au moins BBC, et si possible définir un plan de travaux sur la durée et de définir avec le particulier quelles seront les priorités dans son logement. Et ensuite, il s'organise pour faire ça dans la durée, dans les 2 ans, 5 ans, 10 ans qui viennent. Voilà. Et après, on a le troisième niveau, deuxième niveau plutôt, qui est plus rare. C'est effectivement quelqu'un qu'on arriverait à faire basculer ou qui viendrait avec l'idée ou qu'on arriverait à faire basculer vers une performance globale, une rénovation lourde. Donc ça, ce sont des opportunités que l'on essaie de saisir au maximum, mais c'est vrai que c'est pas le plus facile, puisque comme on l'a dit ce matin, parfois on part de loin, et pour chaque particulier, c'est un cas particulier que de trouver quels sont ses leviers. Ces motivations peuvent être... Ces motivations, voilà, tout à fait. Alors, on a évoqué aussi ce matin l'idée d'être opportuniste, de pouvoir intégrer peut-être des travaux à des moments qui s'y prêtent. Là, vous avez justement l'exemple d'un accompagnement avec une maison, on va en voir l'image, qui a été acquise. Elle vient juste d'être là, je ne sais pas si la photo a été prise au moment de l'acquisition. Voilà, c'est une maison qui vient d'être acquise par un couple et qui se dit, avant d'entrer dans les murs, on va faire une rénovation. Voilà, tout à fait. En fait, donc du coup, on n'a pas la gêne évoquée ce matin par Bérénice Le Fur, des travaux tout en étant bloqués dans l'habitation. Voilà. En fait, la question était légitime et toute basique au départ. Effectivement, c'était au moment de l'acquisition. Le particulier, comme beaucoup, est venu avec l'idée de savoir sa chaudière qui avait 20 ans, qu'est-ce qu'il fallait en faire. Et puis j'ai des vieilles menuiseries, simple vitrage. Est-ce que je cherche à financer un peu le remplacement de ces fenêtres. Et parallèlement à ça, il avait un projet d'extension, d'agrandissement de cette maison. Donc sa demande initiale, on était clairement sur du remplacement sur de l'aide financière à la base. Donc c'est là où le travail du conseiller a commencé, c'est-à-dire qu'on a fait un petit état des lieux. Alors, je vais faire plaisir aux DPistes, c'est qu'on a regardé le DPE à 430, on a refait les calculs, on est arrivé à 4% près, 2% près à la même chose. Donc, on était assez contents, où ça confirmait les deux. Et voilà, on a regardé un petit peu ce bâti. Je vais pas rentrer dans le détail technique de la construction. Alors, on voit comme qu'il y avait rien qui avait été fait depuis longtemps, quoi. Plus simple. Oui, elle était dans son jus des années 50. Elle était d'origine, on va dire. Voilà, il y a pas grand chose, il y avait rien eu de fait, quoi. Donc nous, comme on cherche des leviers pour expliquer aux particuliers l'intérêt de la rénovation,
On a utilisé une approche qui est le coût global. Alors sur 26 ans, parce que bon, comme on l'a dit, c'est 25 ans ce matin. C'est les rénovations entre deux rénovations, on est plutôt entre 25 et 40 ans. Ça dépend des éléments. Il y avait la question de la durée de vie des équipements comme les chaudières, enfin tout ça. Donc on a pris 26 ans, on aurait pu prendre plus, on aurait pu prendre moins à 2-3 ans près, mais l'ordre de grandeur est intéressant. Le prix de l'énergie, on a pris une hypothèse, plus 4%. C'est notre choix qui nous semblait réaliste. Il faut savoir que plus 4% sur 26 ans, on ne sait pas bien faire, mais on va voir plus tard. On s'intéresse surtout aux premières années. Voilà. Et donc dans cette offre dans ce coût global, on cumule toutes les charges d'énergie, les investissements et l'entretien maintenance pour le projet. Donc là, dans l'occurrence, quota des lieux. Donc cumulé, on arrivait à 138 000 € de dépenses énergétiques pour le confort, donc en termes de chauffage et d'eau chaude, de cette maison. À partir de là, avec le particulier, donc ça s'est pas fait en une fois, je ne vous cache pas. On a travaillé et il a pris l'ampleur, l'enjeu qu'il y avait derrière ces questions énergétiques. Donc nous, avec la simulation qu'on avait fait au départ, on a pu établir des scénarios de travaux, de regarder en fonction du prix quel était le gain énergétique et donc à la fois faire un ordonnancement, un phasage, et puis quelques optimisations tant financières que énergétiques. Donc en fait, on est arrivé nous avec un scénario qui nous semblait techniquement, économiquement l'idéal aux environs de 40 000 €. Ça c'était la chose. Bon voilà, on lui a exposé ça. Vous vous doutez bien que le particulier qui vient nous voir pour un remplacement de chaudière éventuel, des fenêtres et des fenêtres, il a plutôt un budget de 12 000 €, 15 000 €. Nous, on lui parle d'un budget à 40 000 €. Donc là, c'est là où ça commence à... Il faut important dans la négociation. Ouais. Quand on parle de massification, il y a beaucoup de questions de démocratisation de l'information et de l'acceptation des phénomènes. Donc en fait, si alors ça, c'est une courbe qu'on lui a pas montrée. Il l'a calculé lui-même. C'est par rapport à l'investissement qu'on lui a proposé. Effectivement, on voit que c'est très rentable dans le sens où il arrive à 75 000 € de coût final s'il faisait nos travaux. Je vous dis, l'hypothèse à long terme, elle est là pour structurer la démarche. Et donc une économie potentielle de 62 000 €. Problème, investissement rentable, puisque c'est comme ça qu'ont le réflexe des particuliers, sur 12 ans, 12 ou 13 ans. Donc on voit que c'est rentable, ça peut être intéressant, mais bon, la durée, là, même pour un particulier, on commence à être sur des échelles de temps qui sont pas imaginables. Donc à partir de là, on a travaillé aussi, au-delà du technique, on a travaillé sur le financement de ce projet. Donc, on a regardé les aides mobilisables, donc crédit d'impôt, on a vite atteint les plafonds. Il y avait à l'époque la prime de rénovation énergétique, 1 350 €, les fameux certificats qu'on a réussi à mobiliser, donc de 1 300 €. Alors sur l'ensemble des travaux, j'ai fait un petit calcul de tête tout à l'heure, effectivement, on est bien à 30 ou 40% de moins que ce que vous proposez au Grand Nancy, avec un Leclerc ou consort. Donc, renégocier les prix. Ouais, il y a quelque chose à travailler là-dessus quand même. Donc 30%, donc 17% d'aide. Bon, c'est pas le facteur déclencheur non plus, même alors que c'était la question première. Donc on a regardé sur le plan de financement. Il nous restait donc une fois qu'on enlevait les aides à peu près 33 000 € à financer. On a proposé aux particuliers de mobiliser un éco-prêt à taux zéro, 30 000 €, puisqu'on avait, avec notre plan de travaux, on avait plus de 3 travaux. On était pas dans une approche globale d'éco-PTZ, mais on était à plus de 3 travaux. Et l'apport personnel était de 2 800 €. Donc, 2 800 €, on se rend compte que le particulier qui venait avec l'idée de dépenser 10 ou 12 000 € pour remplacer ses fenêtres et tout ça, il a pu mettre de sa peinture taupe à l'intérieur pour faire un spécial dédicace. Puisqu'on lui a dégagé du financement pour travailler sur son extension et pour travailler sur ses aménagements intérieurs, puisqu'il y avait aussi pas mal de travaux plus larges à faire en rénovation assez lourde. À partir de là, à notre particulier, on lui a montré comment ça fonctionnait une fois qu'on avait mis le prêt à taux zéro. Donc si on voit assez bien, c'est la courbe jaune qui est sur l'écran. Avec le prêt à taux zéro, on se rend compte tout de suite que de faire les travaux, ça lui coûte le même prix que s'il n'avait rien fait. Donc là, tout de suite, ça fait tilt dans la tête de la personne. Qui effectivement, après les arguments, il les a trouvés tout seul, la valeur immobilière, le confort et tout ça, ça allait très vite. J'ai mis ce qui était intéressant dans la démarche aussi, c'est que la personne venait poser la question, est-ce qu'il faut que je remplace ma chaudière? On lui a dit non, ou plutôt pas tout de suite.
On lui a dit dans 4-5 ans, ou si elle lâche, voilà. Mais de toute façon, ça passera au niveau budget. Et j'ai mis pour la petite histoire, parce qu'on s'appelle un peu Bourgogne Énergie Renouvelable, on a rajouté dans l'installation un insert bois, puisque ce qui n'était pas prévu, mais il a trouvé ça comme agrément de confort et puis de plus-value pour lui, pour son confort, vraiment pour un intérieur. Il a trouvé ça sympa, donc on a réussi à l'intégrer. Et s'il l'utilise à hauteur 3 stères par an, ce qui est rien du tout pour une personne qui a l'habitude d'utiliser du bois, on augmente encore la rentabilité du projet à long terme. Donc il y aura des variations, mais l'intéressant effectivement, c'est vraiment les premières années du projet où on est sûr de gagner à tous les coups, dans le sens où on fait des économies d'énergie. Les économies financières, on les mesure pas encore très bien parce qu'effectivement, on a une variabilité importante sur qu'est-ce que sera le prix de l'énergie. C'est ça qui nous embête. Il n'y a pas le choc du début, en tout cas. Il n'y a pas la pente du début comme sur la courbe rouge. Il n'y a plus la courbe rouge qui rebute tout le monde, effectivement. Voilà. Donc, effectivement, il y a un gros travail à faire pour nous, on pense, sur les solutions, sur les financements des travaux. Sur les solutions financières, les crédits, on a parlé de microcrédits, on a parlé de choses intéressantes. Ça me semble l'enjeu peut-être primordial. On est passé quand même d'une étiquette de G à B sur cette maison-là. On a baissé l'économie d'énergie en rajoutant une extension de 20 mètres carrés. Donc globalement, en termes d'efficacité du projet, on est sur quelque chose de très intéressant. Le gros facteur facilitant, c'est que cette personne-là est venue nous voir pendant comment on appelle ça, c'est les 2 mois avant la signature définitive du projet. C'est au moment où on achète, pendant qu'il achète, le préavis de vente. C'est ça. D'accord. Ouais. Et parce que du coup, il a fallu complètement remouliner son dossier d'investissement pour l'acquisition. Il a fallu réintégrer, on a relissé il a fallu augmenter la durée du prêt d'acquisition pour pouvoir intégrer les 150-170 euros par an de l'éco-prêt, par mois, pardon, de l'éco-prêt. Mais le gros avantage, c'est quelque part, on s'affranchit des variations du prix de l'énergie avec un prêt qui est lui à taux fixe et qui est connu sur 15 ans. Le prix immobilier est à taux fixe, alors qu'effectivement, l'énergie, on ne sait pas ce que ce sera demain. Donc. On ne sait pas ce que ce sera demain. Donc du coup, quelque part, notre dernière courbe, on a blindé. Voilà. On a bien compris, je pense, Sébastien Pénidon, à l'étape de cette courbe, donc tous les avantages. Est-ce que on évoquait la question de la démonstration financière? Est-ce que c'est la démonstration financière qui a remporté la conviction de ce particulier? On disait que ça portait peut-être les aspects de conviction sur d'autres aspects que le financier. Est-ce que dans votre dossier, ça a été le... En fait, il pensait que c'était pas accessible au début. Et, il nous connaissait, lors d'une animation ou d'une visite de site. Il pensait que c'était pas accessible pour lui. Donc c'est ça. Alors c'était ça le déclencheur. Son moteur, il était là. Il a dit bon, maintenant c'est possible, je peux le faire. Après du moteur, il en a fallu beaucoup. Et il l'a fait. Mais il l'a fait. Voilà, effectivement. Et sans les gènes évoqués ce matin, qui peuvent être vraiment des rebutoires importants sur le fait d'avoir tous ces travaux pendant des mois, puisque là c'était quand même un chantier assez lourd. Alors qu'on est à l'intérieur des murs, c'est important de le rappeler, je crois. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dispositif, cette démonstration financière, sur l'exemple d'une maison individuelle des années 50, qui était restée effectivement dans son état initial, ou des remarques de votre part, ou est-ce qu'on passe... Oui, Dominique Marie. Si au niveau des estimations de coûts que tu as fait, est-ce que en réalité les professionnels en répondent? Alors, faut parler près du micro. Sébastien, sur les estimations de coûts que tu as données aux particuliers, est-ce que ce sont avérés exacts avec les coûts fournis par les professionnels? Alors, sur les estimations initiales, individuellement, il y a eu des écarts, mais globalement, on était bon. Et là, ce que j'ai montré sur le tableau, c'est les factures. C'est les factures. Elle est en autoconstruction, c'est le prix de l'équipement. C'est quelque chose, effectivement, on voit qu'il y a de l'autoconstruction. Quand je dis qu'il faut être moteur auprès des artisans, faut être moteur aussi parce qu'il y a eu de l'huile de poudre pour tenir le projet. Et puis, comme on l'a dit ce matin, il y a quand même toute la partie de maîtrise d'œuvre qui est absente. Donc, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a suivi l'interfaçage entre les différents corps de métier et tout ça. On peut pas faire ce travail-là avec tout le monde, mais là, on est tombé sur quelqu'un qui a suivi, qui a joué le jeu, et vous avec, parce que c'est quand même chronophage. Voilà. Ce genre de petite.
Pour la ventilation. Pour la ventilation, pas pour le reste. Pour la ventilation. Isolation de toiture, on est en comble perdu, là, ça a été facile, quoi. Ah, c'est le prix. Non, je vous assure, Moi, c'est les prix. On est sur facture avec 4 mètres de conduite fumée, là. Voilà. Bon, depuis la maison a brûlé, mais tout se passe bien. Non, mais ça me paraît être le prix pour un insert bois. Oui. Moi, je trouve que c'est une très très belle démonstration parce qu'elle rejoint ce qu'on a dit ce matin, à savoir que la solution est jamais une solution technique. Hein, sortons de ces solutions techniques ou encore pire administratives et juridico-légales, mais passons dans de l'opérationnel. Et là, typiquement, on a changé le paradigme en disant comment faire pour que ce soit acceptable. Et la question, c'était quelle est l'acceptabilité? Et là, on se rend compte que le gars, au lieu de payer cher en énergie, sans rien faire, il paye à peu près le même prix pendant 6-7 ans, et à partir de ce moment-là, il a les fruits. C'est vraiment... on s'inscrit dans une logique technique, mais aussi opérationnelle et financière, et surtout financière. Si on attend que les banques, je vais être un peu sec là, mais si on attend que les banques nous proposent des choses, ça veut dire que les banques vont continuer à avoir les mêmes marges qu'aujourd'hui dans un pays où c'est plus question de, on peut pas mettre un processus dans lequel un des acteurs continue à avoir des marges aussi importantes que ça. Là, on est dans des logiques vraiment très très intéressantes. On profite du PTZ et on est dans une approche globale. Là, on est vraiment dans une approche globale. Et puis là, nous, on a fait du financement pareil de rénovation en montagne. Accompagnés, dans lesquels, en gros, de manière transparente, l'intervenant qui rénovait les installations, entre guillemets, se paye un peu sur la bête. Sauf que pour la copropriété, il y a une acceptabilité parce que pendant quelques années, elle voit un peu la différence, elle fait 4-5% d'économie. C'est pas génial, n'empêche qu'elle a un truc neuf, et qu'au bout de 7-8 ans, quand on a absorbé, là, elle prend toute la part. Très bien, merci. D'autres remarques ou analyses sur ces exemples? Quelqu'un souhaitait-il prendre la parole? Non, c'est bon. Une petite précision. Oui, j'ai entendu le terme acceptabilité. C'est vrai que je préfère ces termes-là d'acceptabilité, de démocratisation des outils que des termes où effectivement nous au contact du public on peut utiliser comme massification. C'est un peu plus compliqué. Mais justement là où on a difficulté parce que ces conseils-là on les fait tous les jours nous dans les espaces info-énergie. Là où on passe du temps, ça va être à beaucoup travailler justement sur le basculement entre le niveau 1, ce que j'ai appelé 1+, et le niveau 2. Où là on pense qu'il y a un enjeu important justement de résonance, faire écho aux éléments qu'on essaye de donner, qui sont parfois repris par la force publique, parfois par les artisans, pas tout le temps. Les grandes surfaces de bricolage, mettez ça suffira et vous le jetez, voilà. Donc là, il y a quand même un gros travail à faire sur la mise en cohérence des messages qu'on essaye de voir, qui un message qui est tout simple, c'est quand on doit intervenir sur quelque chose, on fait du maximum de la performance énergétique de ce qu'on peut, c'est-à-dire on vise au minimum le BBC. Et on fait ce qu'on peut. Nous, sur ce projet-là, il a fallu qu'on minore certains aspects, puisque techniquement, c'était pas possible, ou économiquement. Là, après, je sais que le particulier a aussi de convaincre aussi ses artisans de le faire. Oui, c'est vraiment un travail ajusté, là au cas par cas. On n'est pas dans un exemple de massification comme avec le Grand Nancy, mais c'est un exemple qui était intéressant à montrer pour voir effectivement comment on peut travailler avec intelligence sur un dossier de données et trouver des clés, quitte à faire certains compromis. Enfin, voilà, je crois qu'on a bien compris la démonstration. Merci beaucoup, Sébastien Pénidon, pour cette explication. Et on peut applaudir l'ensemble de nos intervenants, Sébastien Pénidon, Aurélia Petit, Marion Cochet, merci de votre intervention, Ludovic Ntemeyer et puis Claude Taffin, bien sûr, pour ce travail sur la valeur ajoutée verte, même s'il y avait les restrictions d'usage sur le travail statistique et économique qui a été fait, d'économistes qui a été fait. Merci de vos participations.